Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Mitton, directrice du pôle Management et Soft Skills et je vous souhaite ce matin la bienvenue à notre nouvelle formation flash gratuite. Nous sommes en direct et nous serons ensemble pendant environ 2 heures. Vous aurez pendant cette présentation la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat à droite de votre écran. Et bien évidemment, vous aurez accès à cette présentation qui vous sera adressée par Thomas très prochainement. D'ailleurs, c'est Thomas qui nous assistera techniquement pendant tout le webinaire. Aussi, n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous rencontrez des problèmes techniques, qu'ils soient audio ou visuels. Pour animer cette formation sur les enjeux de la loi santé dans l'entreprise, j'ai fait appel à notre expert et référent sur ces projets, Aziz Akroun. Mais Aziz, avant de te laisser la parole, je vais vous présenter très rapidement notre groupe, si vous me le permettez. Le groupe M2I, aujourd'hui, dispose de plus de 2500 formations. Elles sont toutes éligibles en présentiel et en distanciel. Et elles sont animées par nos experts avec la même qualité et le même engagement. Nous proposons également des formations qui bénéficient d'une certification et qui sont donc éligibles au CPF. Et puis également, nous avons des parcours en alternance. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Aziz. Et on se retrouve après la présentation d'Aziz. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci Céline pour m'avoir transmis les rênes. Et donc effectivement, on se retrouve pendant un peu moins de 2 heures effectivement pour aborder les contours de la loi santé qui effectivement est déjà rentrée en application depuis un certain temps. Mine de rien, 1er avril 2022 dans la grande majorité de ses ramifications. Et donc, ça fait quand même déjà plus d'1 an, mais au bout d'1 an, on a déjà pas mal de retours, d'expertise qui nous permettent effectivement de consolider tous les enjeux de cette loi qui a voulu effectivement être volontariste a posteriori de la Covid. Alors, fondamentalement, est-ce qu'elle révolutionne dans certains aspects? Oui, notamment si on regarde du côté des représentants du personnel. On a effectivement une grosse modification qui s'est opérée, mais effectivement, plus généralement, la reconnaissance des accidents du travail ou la modification du DURP, effectivement, sont des enjeux qui sont particulièrement cruciaux et qui ont été examinés pendant cette proposition de loi, enfin ce projet de loi qui avait été piloté en grande partie par l'ancienne ministre du Travail, actuellement Première ministre, Madame Borne. Alors, parce que je ne vais pas pouvoir tout voir, vous voyez dans le sommaire qui est actuellement présenté, que vous avez effectivement 4 grandes thématiques qui vont être supervisées pendant ces presque 2 heures. Donc les nouveautés concernant le DURP, unique d'évaluation des risques et de prévention. Vous verrez avec moi effectivement la notion du renforcement de la prévention en termes de santé au travail avec un suivi plus rigoureux des salariés. On va revenir sur quelques notions subsidiaires qui ont été apportées par la réforme. On reviendra bien sûr sur la place du CSE et les nouvelles formations dédiées aux représentants du personnel. Et enfin, un petit clin d'œil en fait à un Webikeo que j'ai organisé avec Céline Mitton et Thomas il y a quelques temps en arrière sur la retraite. Il y a un lien entre la loi santé et la retraite. Justement, nous en parlerons en toute fin de session. Alors, pour bien faire les choses également, sachez-le, vous avez un chat qui vous permettra de poser des questions. Alors de temps à autre, j'arrêterai, je laisserai la place effectivement à Thomas ou à Céline de prendre le relais pour choisir quelques questions. Évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, on en choisira quelques-unes. On tâchera d'être ouvert à ce sujet, mais effectivement, comprenez bien que nous sommes dans un webinaire de présentation. Je ne vais pas pouvoir faire une formation dans sa totalité. Donc, je répondrai aux généralités, je n'irai pas trop loin dans les expertises. Le cas échéant, il faudra nous interloquer en privé, voire suivre une de nos formations si vous vouliez effectivement appréhender un petit peu plus justement le sujet. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif, si vous le voulez bien, avec les nouveautés concernant le DURP. Alors, le DURP, déjà, on va alors je passe effectivement les slides. Alors, avant même d'exposer un petit peu les modifications qui ont été insérées par la réforme, revenons sur le DURP en lui-même, ce document unique d'évaluation des risques et de prévention. Alors, je rappelle quand même à toutes et à tous, je ne connais pas le profil des personnes qui sont inscrites aujourd'hui, mais vous le savez, pour la majorité, je l'espère en tous les cas, que ce document se veut être obligatoire, réalisable tous les ans avec une revisite tous les ans des risques professionnels selon soit la
sur la cotation des risques, soit par l'accidentologie qu'on pourrait rencontrer dans l'activité professionnelle. Et c'est vrai que il y avait un sujet qui se posait, c'est qui est mandaté pour faire le DURP. C'est vrai que c'est un sujet, dans chaque entreprise, c'est le même débat. Souvent, on se rejette la balle. Quand on est responsable santé-sécurité, ça va, mais sinon, souvent, ça vacille, ça questionne, c'est qui doit le faire, comment le faire, etc. En tous les cas, un débat a été posé de longue date quant à savoir quelle était la place des membres du CSE face au DURP. Ça a toujours existé. Alors à l'époque, on ne parlait pas de CSE, on parlait de CHSCT. Est-ce que le CHSCT doit faire le DURP? Complètement ubuesque de croire cela, puisque c'est bien l'employeur qui est responsable de la santé de ses salariés, donc donner compétence par délégation à un CHSCT, c'était complètement dingue, c'était pas possible. C'était d'ailleurs l'inspection du travail sanctionnait à chaque fois ce transfert de compétences qui était beaucoup trop important. Et donc, de fait, il y avait erreur manifeste dans la considération de transmettre les pleins pouvoirs aux représentants du personnel pour réaliser le DURP. Alors après, il y avait effectivement un partage souvent entre les services des ressources humaines plus les services de santé et sécurité au travail, voire effectivement la saisie d'un organisme extérieur pour le faire. En tous les cas, le CSE devait-il prendre part ou pas dans la réalisation? C'était un sujet, un vrai sujet. Soit il prenait part totalement, il faisait tout, soit parfois il était carrément repoussé. La Covid, si tant est soit peu qu'elle nous ait apporté quelque chose de positif dans le droit social, il y a eu quelques nouveautés en tous les cas par cet intermédiaire, mais c'est vrai que lors de la Covid, il y a eu une affaire extrêmement célèbre qui a redistribué les cartes à ce sujet. Alors on repart malheureusement dans cette mauvaise période, on est donc 15 mars 2020, et on commence à entendre les premières restrictions. Et les activités professionnelles sont maintenables lorsqu'elles ont un intérêt sociétal ou d'assurance d'intérêt général français, et donc les activités notamment de denrées alimentaires, les activités de magasins, etc., avaient la possibilité d'être maintenues dans leurs droits. Il était la même chose, il avait été décidé en tous les cas la même chose pour le groupe Amazon. Le groupe Amazon maintient leurs activités avec évidemment des mesures de sécurité particulières pour les collaborateurs du groupe Amazon. Sauf que les collaborateurs du groupe Amazon, notamment les livreurs, ont estimé que les mesures de sécurité apportées par l'employeur ne sont pas suffisantes. Elles sont bien en deçà de ce qu'ils sont censés être pris. Bon. La justice va être saisie, un arrêt va être rendu. L'arrêt du 14 avril 2020, un arrêt fondamental et qui essaye de préparer, entre guillemets, les esprits à une modification qui devait avoir lieu. D'ailleurs, une partie de la loi santé s'est inspirée de cette décision. C'est pour ça que je vous la cite. Donc, dans cette affaire du 14 avril 2020, qu'est-ce qui est décidé par le tribunal de grande instance de Paris? Eh bien, c'est que tout simplement, les représentants du personnel n'avaient pas été interrogés sur la dangerosité de maintenir l'activité de livraison du groupe Amazon pendant la période dite Covid et du confinement, et que donc il y avait une faute de la part de l'employeur. Alors, je résume, c'était pas tout à fait cela, c'était un petit peu plus technique, mais grosso modo, c'était ça. En d'autres termes, vous n'avez pas interrogé les membres du CSE, ils n'ont pas pris part avec vous à la réalisation du DURP, il y a eu faute de votre part en tant qu'employeur. Alors, l'arrêt a été célèbre aussi pour la condamnation, c'est une condamnation particulièrement lourde. Si le maintien de l'activité de livraison était fait en l'état, il avait été décidé que par pénalité, par jour de retard, la pénalité qui allait s'appliquer à l'entreprise, c'était 1 million d'euros de dommages et intérêts par jour en pénalité de retard. Donc, imaginez bien que ce n'était pas une décision anecdotique. Alors, je vous passe les détails de l'affaire. Il y a eu un appel, et puis voilà, il y a eu une décision qui a permis de descendre de 1 million à 400 000. Ça restait quand même très cher à payer. En tout état de cause, pour la première fois, on a une justice française qui se positionne sur le rôle du CSE, des représentants du personnel en tous les cas, vis-à-vis de ce DURP. Et dans la veine même de cette démarche, dans la veine même de cet arrêt, le droit, le projet de loi du 2 août 2021, donc la loi santé du 2 août 2021, qui est rentrée en grande majorité de ses prédispositions le 1er avril 2022, a marqué le coup de cette notion de DURP. Donc, en amont de tous ces articles que l'on va superviser ensemble et qui font état de ce que l'on doit faire dans les entreprises de moins et de plus de 50 salariés, la question qui va se poser ouvertement, c'est qu'est-ce que je fais vis-à-vis des représentants du personnel dans la réalisation du DURP? Doivent-ils prendre part à la réalisation? Doivent-ils faire partie d'une commission d'évaluation des risques professionnels? C'est ce qui est d'ailleurs le plus plébiscité aujourd'hui. Les inspections du travail de France sollicitent volontairement cette démarche qui semble être beaucoup plus salutaire. En tous les cas, une chose est sûre, la réponse quant à savoir si oui ou non
on peut se passer des représentants pour réaliser un document unique? Eh bien, a fortiori, c'est non. On ne peut pas s'en passer. Et la présentation du plan de prévention en lui-même, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, ne suffit pas. Donc la loi s'est fortement inspirée évidemment de l'arrêt que je viens de vous préciter, mais fondamentalement, accessoirement, il faut que le CSE soit interrogé à titre de consultation, alors pas dans le sens de la consultation du CSE habituel, hein, mais dans le sens effectivement d'une d'une commission, c'est vrai que c'est la chose la plus intéressante, une commission qui nous permettra, enfin qui permettra à l'entreprise, en concomitance avec son CSE, de pouvoir préparer effectivement ouvertement des URP en bonne et due forme. Alors voilà, c'est une remarque, mais pas une remarque des moindres, puisque finalement vous avez besoin de ces éléments-là pour pouvoir effectivement ouvertement comprendre les enjeux de cette mention spécifique s'agissant du DURP. Je le répète encore une fois, son évolution a été largement inspirée de par cette décision du tribunal de grande instance de Paris. Alors, en tout état de cause, vous le voyez maintenant, concernant la précision du DURP, on a fondamentalement une différenciation qui s'opère entre les entreprises de moins et de plus de 50 salariés. Alors, vous le voyez à l'écran, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, déjà, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail doit être défini et présenté au CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise et qui voit son contenu enrichi. Alors, ce plan de prévention, vous le voyez d'ailleurs juste après, on vous dira qu'il doit fixer la liste détaillée des mesures devant être prises en cours de l'année à venir, donc comprenant les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel, ainsi que les conditions d'exécution, indicateurs de résultats et estimation du coût de chaque mesure, identifier les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées et comprendre un calendrier de mise en œuvre. Alors, pour les plus vigilants sur la question de ce DURP et du plan de prévention qui en découle, je vous rappelle qu'effectivement, il était déjà question d'une présentation du plan de prévention. Sauf que jusqu'à présent, il n'avait jamais été considéré comme nécessaire et requis de présenter un calendrier et voire même le budget qu'on allait mettre sur la table. En général, ce qui se passait dans les entreprises de France concernant justement les formations en matière de prévention santé-sécurité, ou les mesures d'ailleurs en prévention santé, c'était de faire un maximum de démarches de santé-sécurité, mais pas forcément de les avoir budgétées au moment même où on les présente, et encore moins d'avoir un calendrier. L'année d'après, en revanche, il était nécessaire pour le représentant du personnel de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et ce qui n'a pas été fait, pourquoi il n'a pas été fait. Grosso modo, voilà ce qui avait été existant jusqu'alors. Et là, maintenant, avec cette réforme, depuis le 1er avril 2022, on doit présenter quelque chose de beaucoup plus construit, je le répète. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est un plan de prévention avec un vrai calendrier, avec les mesures budgétées, avec, alors on précise, l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mises à disposition. Je donne un exemple. Pour lutter contre les risques psychosociaux, mobilisation des ressources de l'entreprise, la mise à disposition d'un e-learning à destination de tous les collaborateurs de la société pour sensibiliser aux risques psychosociaux. Donc, mobilisation en interne, c'est la création d'un e-learning. Alors, peut-être, pourquoi pas par l'intermédiaire d'une société prestatrice, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, dans les faits, on pourra très bien considérer qu'il y a un ajout de l'entreprise, une information de l'entreprise, une mesure interne de l'entreprise qui est à la base de tout. Alors, c'est une petite évolution, je le répète. Jusqu'alors, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Il n'y avait pas les mêmes moyens financiers qui devaient être présentés. Il n'y avait pas le calendrier qui devait être présenté. Mais le plan de prévention était déjà présenté en tant que tel en consultation du CE de l'époque. Donc, fondamentalement, il n'y a pas une grande révolution, mais il y a quand même une petite avancée qui mérite d'être soulevée. D'accord ? Alors, si je passe aux entreprises de moins de 50 salariés, je vous passe juste la slide. Excusez-moi. Hop. Voilà. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la définition d'action de prévention des risques et de protection des salariés, comme aujourd'hui, la liste des actions doit être consignée dans le DURP et ces mises à jour devraient dorénavant être présentées au CSE par l'employeur. En d'autres termes, il n'y a pas pour les entreprises de moins de 50 un plan de prévention du même acabit que pour une société de plus de 50. La présentation, en tous les cas, ne sera pas du même acabit. On n'aura pas besoin de présenter un calendrier ni un budget. Il devrait y avoir une présentation généraliste des mesures qui vont être faites, mais pas forcément un plan de prévention dans le sens général du terme. D'accord ? Donc, encore une fois, toujours la même chose, une société de moins de 50, moins de rigueur. Voilà, c'est une présentation, alors on dit une présentation d'une liste d'actions de prévention à prendre, mais ça ne sera pas un plan de prévention dans le sens premier du terme.
plan de prévention étant un document présentable, d'ailleurs présentable devant l'inspection du travail en cas de besoin, et qui aurait une vertu à être détricoté, si vous me passez l'expression, s'il devait y avoir un jour un souci en matière de santé et sécurité. Alors, encore une fois, à mon sens, le plus important, si vous voulez, par rapport au DURP qui a évolué avec cette réforme, donc cette présentation du plan de prévention qui en découle, ce n'est pas anecdotique, c'est important de faire un plan de prévention et de le présenter en CSE avec l'esprit calendaire et l'esprit budgétaire pour les plus de 50 et une présentation des mesures à faire pour les sociétés de moins de 50, c'est vrai que c'est très important, c'est la loi. Mais à mon avis, et j'aimerais que vous soyez très vigilants sur ce point-là, le vrai débat va se poser plutôt avec le CSE. Qu'est-ce que je fais avec le CSE pour préparer ce DURP? Le plan de prévention découle du DURP, mais est-ce que fondamentalement le DURP ne devrait pas être, d'une manière générale, être peut-être pas co-réalisé, mais en tous les cas co-associé avec une considération aussi minimaliste qu'elle soit, mais en tous les cas avec une considération au moins minimale des représentants du personnel. Donc moi personnellement, dans le conseil que je donne quand je forme les sociétés ou même quand je forme le CSE, c'est la même chose. Dans les deux cas, j'explique que la réalisation du DURP devrait se faire de manière concomitante avec les représentants du personnel, qu'ils puissent adhérer au principe d'évolution qu'on va apporter dans le DURP. Au moins, on est gage aussi d'une sûreté nécessaire, c'est que tous les ans, on y reviendra. Si les membres du CSE interagissent dans une commission, vous pouvez être sûr qu'eux n'oublieront pas qu'ils font partie de cette commission et n'omettront pas de vous dire qu'il faut reprendre cette commission parce que c'est important, parce que c'est nécessaire, parce que une décision interne de l'entreprise aura été prise en ce sens. Alors, je ne sais pas si on a déjà des questions sur ce sujet, donc c'est la partie DURP, la partie présentation du DURP face aux membres du CSE. Alors, si on a des questions à ce sujet, je suis preneur. Nous n'avons pas encore reçu de questions. Pas de questions? Très bien. Alors, le jeu des questions, bon, c'est tant mieux. Bon, en même temps, je voyais pas trop de questions là-dessus. Ce qui était possible, parce que quand je vois un petit peu ce que j'ai réalisé ailleurs et quand je vois un petit peu ce qui peut poser question dans ce que je dis, c'est comment on réalise cette commission, DURP. Est-ce qu'elle a une vertu d'être obligatoire ou pas? Eh bien, il faudrait bien sûr l'instituer avec les représentants du personnel. Il faudrait la rendre obligatoire, de manière à ce que tous les ans, une commission se réunisse spécialisée en la matière. Voilà, il n'y aurait rien de particulier derrière. Généralement, on prend quelques personnes du CSE. Si on a des membres de la C2SCT, évidemment, c'est des membres de la C2SCT qui s'y substituent. Et fondamentalement, on traite du sujet du DURP. En général, les représentants du personnel ne font pas de cotation. Ils l'apprennent en formation, mais ils n'apprennent pas. Ils apprennent comment faire une cotation sur les risques professionnels, mais ils ne vont pas plus loin en général. Donc souvent, quand on les inclut dans une présentation du DURP ou dans un travail du DURP, en général, je dis bien en général, on leur demande simplement d'interagir sur les mesures de prévention qu'on propose. Donc on a décelé par exemple un risque professionnel majeur. En revanche, on interroge le CSE quant à savoir si les mesures de prévention qu'on propose semblent suffisantes. C'est sur ça en général qu'on les invite. On ne leur demande pas de venir en cotation, etc. Ça, il est évident que chacun son métier, ils n'ont pas à réaliser la cotation. Alors, encore une fois, ils l'apprennent en formation, c'est possible qu'ils le sachent et qu'ils peuvent le faire, mais cependant, encore une fois, je le répète, c'est pas le CSE qui est soumis à l'obligation de santé-résultat, c'est effectivement l'employeur, donc on ne peut pas dépêcher le représentant du personnel pour faire cette démarche. Alors, s'il n'y a pas de questions concernant ce DURP, on y reviendra de toute façon un petit peu plus tard parce qu'on en reparlera, il y a quelques mentions qui peuvent être agencées là-dessus. C'est plus dans les généralités, mais voilà, on va continuer si vous voulez bien. Aziz, si tu permets, juste une petite question. Lorsqu'une entreprise de moins de 50 salariés fait partie d'une UES qui regroupe des sociétés de plus de 50 salariés, quelle est la règle à appliquer? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, le DURP doit être au plus proche de l'entité la plus précise qui soit. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a une société de moins de 50 qui appartient à une UES, cette société de moins de 50, elle a son propre DURP. Et parce qu'elle est disposant de son propre DURP, elle régit automatiquement les règles donc de la loi santé. Donc, il y aura une obligation de présenter l'ensemble des actions de prévention qui seront identifiées. On ne se fiera pas à l'UES, parce que c'est souvent ce qui se passe. On regarde le plan de prévention ou le document unique d'évaluation des risques qui est propre à l'UES, mais en fait, à la base, ce n'est pas suffisant. Le jour où il y a un accident, c'est toujours la même chose. On revient sur le document unique d'évaluation des risques. On rappelle qu'on l'a au niveau de l'UES, mais sauf que l'UES, ce n'est pas la situation la plus précise de l'entreprise, et donc on aurait dû aller
dans la société de moins de 50, faire un DERP pour la société de moins de 50 et réaliser les missions de prévention qui vont avec. Ça, c'est très important. Je rappelle qu'un plan de prévention, voilà, pour bien clôturer, hein, un plan de prévention découle d'un DERP. Donc, il n'y a pas le choix. En revanche, alors, une petite précision complémentaire au cas où, parce que ça peut arriver, on peut avoir ce qu'on appelle un DERP généraliste avec un plan de prévention généraliste et on laisse la place à chaque entité après indépendante de compléter ce DERP avec des spécificités locales. Si je prends un exemple, l'événement climatique. Moi, personnellement, je suis dans l'Est. Donc, voilà, nous, on connaît la neige, on connaît le verglas. Voilà, cet événement climatique, on peut le retrouver dans notre DERP à nous. Maintenant, je peux très bien comprendre que peut-être à Montpellier, ça n'existe pas. Donc, je ne vois pas pourquoi, si l'UES était à Montpellier, eh bien, on viendrait à zoomer sur la partie d'événements climatiques. Enfin, vous me direz, il en existe d'autres là-bas. Mais en tous les cas, sur l'esprit de la neige ou du verglas, ça sera propre à l'établissement qui est mosellan, ou en tous les cas de l'Est de la France, qui aura vocation à compléter et donc à maximiser le DERP généraliste. D'accord. Dans ce cas-là, on peut effectivement avoir une trame générale de l'UES et on complète en local, et donc on fait un plan de prévention complété en local aussi. D'accord? Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. J'ai encore d'autres choses, de toute façon, à voir concernant effectivement ce DURP, mais là, voilà, c'était déjà la grande nouveauté. Encore une fois, une évolution, pas une grande nouveauté, une évolution, parce que ça existait déjà. La présentation du plan de prévention, c'est pas une nouveauté totalement. Il y avait beaucoup de sociétés qui le faisaient, avec plus ou moins de rigueur, mais en tous les cas, ils le faisaient. Gardez en tête, s'il vous plaît, c'est plus important, c'est le CSE qui doit être consulté, pas dans le sens d'une infoconsulte ni d'une consultation réglementaire, mais on interroge, on va utiliser la bonne sémantique, on interroge les représentants du personnel dans le sens où ils interagissent dans la réalisation du DURP. Là, c'est beaucoup plus juste et on est plus en conformité avec ce qu'a décidé d'ailleurs le tribunal de grande instance, qui, je le répète, est dans la grande inspiration de la loi santé du 2 août 2021. Alors, on passe au renforcement, pardonnez-moi, de la prévention en termes de santé au travail avec un suivi plus rigoureux des salariés, loi santé en matière de volet social, évidemment. On essaye de renforcer la prévention en termes de santé des collaborateurs. Alors, première chose, une intervention d'autres acteurs dans l'évaluation des risques. On l'a dit, dans les entreprises de moins 50, le CSE et sa commission santé existent et proposent des mesures d'accompagnement en matière de santé-sécurité. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est la formation santé-sécurité des représentants du personnel. Je reviens dessus tout à l'heure, on en reparle un petit peu plus tard. Les salariés compétents. Alors, il y a des salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise si l'employeur en a désigné. Alors, je rappelle que dans les sociétés de minimalement 20 collaborateurs, on est censé avoir un référent ou un responsable santé-sécurité. Donc, partie de ce postulat, il y a l'obligation d'en nommer un, il y a l'obligation d'ailleurs de le former. La loi du 2 août 2021, dans l'ensemble des textes, à un moment donné, rationalise en rappelant que le référent ou le responsable santé-sécurité doit être nécessairement formé. Alors, je clarifie un sujet qui a existé par le passé. Avant, on disait toujours que le référent ou le responsable santé-sécurité n'avait pas forcément à être formé. Bon. Un référent, oui. Parce qu'un référent, c'est quelqu'un qu'on nomme, alors qu'il n'est pas forcément spécialisé en santé-sécurité. Il a une casquette en plus, comme le référent Covid. C'est quelqu'un qui a une casquette en plus. Donc, le référent santé, il était naturel qu'on le forme. Le responsable santé-sécurité, c'est déjà plus discutable, parce qu'en général, il est forcément spécialisé dans la santé-sécurité. Il a été formé à ce sujet. Il a été, par exemple, licencié ou masterisé de ce sujet. Pourtant, je dis bien pourtant, dans la réforme de la loi santé, on vous dit que le référent ou le responsable, les deux, doivent être formés par l'employeur. Alors cette formation, d'ailleurs, elle est assez atypique parce que c'est la formation responsable santé-sécurité qu'on retrouve chez M2I allègrement en 3 ou 5 jours. La loi santé demande à ce qu'elle se fasse d'ailleurs en 5 jours quand c'est une formation initiale, 3 jours si c'est une formation renouvelée. Mais le débat se pose, quel est le type de formation qu'on peut délivrer? Alors, un petit peu plus tard, on parlera du passeport prévention santé, et quelque part, on peut se poser la question de savoir si ça peut en faire partie d'ailleurs. Mais ce qu'on appelle la formation du responsable ou du référent santé, ça peut être, je dis bien ça peut être, il faut le savoir, l'inspection du travail le valide en tant que tel, la formation des représentants du personnel en santé-sécurité. C'est-à-dire que parfois, le référent santé-sécurité ou le responsable santé-sécurité peut prendre part à la formation des représentants du personnel pour apprendre à travailler en concomitance avec les représentants du personnel. Et c'est ça la fameuse formation qu'il est censé suivre. Alors attention, c'est une interprétation, c'est pas toujours le cas. Parfois, le référent, par exemple, qui n'est pas formé, il est naturel que lui suive une formation spécifique. Même chose, le responsable santé-sécurité peut réapprendre des choses nouvelles par l'intermédiaire d'une formation dédiée à cet effet. Mais sinon,
garder en tête qu'on peut former ce référent ou ce responsable santé en l'incluant à la formation santé-sécurité des représentants du personnel qui, je le rappelle, on le verra tout à l'heure, dure justement 5 jours en formation initiale. Le service de prévention et de santé au travail. Alors, le SPST, c'est une nouveauté au niveau sémantique. Le service de santé au travail devient le service de prévention et de santé au travail. Alors, un mot est un mot. Aujourd'hui, et je suis sûr que si j'ai autour de moi enfin si les personnes qui sont présentes aujourd'hui en webinaire sont des personnes qui sont des services juridiques ou dans les services RH, vous allez vous dire, oui, il a toujours été question de prévention de la part des services de santé au travail, mais finalement, on n'en a pas. Ils n'ont pas le temps, ils viennent pas. Alors, pourtant, depuis le 1er avril 2022, il a été édicté par le ministère de la Santé et le ministère du Travail, d'ailleurs, en conjonction, qu'il allait y avoir une imprégnation beaucoup plus prompte des représentants de la santé et sécurité au travail dans les entreprises pour aider. C'est-à-dire que normalement, et c'est d'ailleurs l'évolution du fameux infirmier ou infirmière au travail, qui effectivement aujourd'hui complète le médecin du travail, mais l'idée c'est que normalement, le service de prévention et de santé au travail devrait être beaucoup plus présent à vos côtés en cas de besoin. C'est-à-dire que dans cette réforme, il a été voulu que l'on maximise la présence des représentants des membres du service de santé au travail avec justement cette nouvelle sémantique qui en dit long. Ils sont bien services de prévention et de santé au travail, c'est-à-dire qu'ils sont là pas simplement pour la visite médicale, pas simplement pour les situations les plus graves, mais aussi bien sûr pour parler de prévention. Je rappelle qu'un DURP, ça peut être fait avec le médecin du travail. Je rappelle que vous pouvez faire de la sensibilisation sur une thématique particulière par l'intermédiaire du médecin du travail. On parlera tout à l'heure de l'entretien mi-carrière. L'entretien mi-carrière est piloté par ce dernier. Donc effectivement, aujourd'hui, il est censé y avoir une présence plus effective, un accompagnement plus effectif. Excusez-moi, un problème technique. Donc il est censé effectivement, en tous les cas aujourd'hui, y avoir une présence plus importante de la médecine du travail. Alors encore une fois, une terminologie qui mérite d'être soulevée. SPST, donc service de prévention et de santé au travail. Cette notion de prévention n'existait pas dans la terminologie. Aujourd'hui, elle est bien présente. Donc normalement, on peut faire des tests, on peut s'amuser. Depuis le 1er avril 2022, on interroge notre médecine du travail. Ils sont censés être beaucoup plus présents, beaucoup plus disponibles pour nous donner du conseil, pour nous accompagner en cas de difficulté avec des collaborateurs ou même plus généralement pour faire une sensibilisation. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des RPS, des risques psychosociaux. Aujourd'hui, en principe, le service de prévention et de santé au travail, vous pouvez faire appel à eux pour qu'ils viennent à votre rencontre, pour vous donner des clés, des outils, pour faire effectivement une lutte contre les risques psychosociaux, par exemple. Je poursuis si vous le voulez bien. Alors, je continue, vous le voyez, avec un petit élément sur le DURP. On en a parlé tout à l'heure avec cette notion d'imprégnation des représentants du personnel pour faire le DURP. On en a parlé quelque peu et j'espère que vous avez bien saisi les notions. Vous avez remarqué que je parle vite, mais j'essaye de travailler là-dessus. Donc, je vais essayer de faire attention. Céline est censée m'interpeller de temps en temps quand ça va trop vite. Céline, je suis capable de me reprendre et de me dire, tiens, je parle peut-être un petit peu vite. Je vais essayer d'aller un petit peu moins vite. Voilà. Ne t'inquiète pas, en tout cas, c'est pour moi, j'espère que c'est pareil pour nos auditeurs, c'est parfait, tu as le très bon rythme. Et n'hésitez pas, je vous le redis, de poser vos questions dans le chat, ça permet également de rythmer nos échanges. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, peut-être à 2 ou 3 reprises, tu as soulevé la question des profils que nous avions aujourd'hui présents. Si vous pouvez également nous indiquer dans le chat, voilà, quelle est votre fonction, quel est votre profil, ça permettra également de nous donner des orientations. Merci. Des pistes, effectivement. Effectivement, votre profil pourra nous aider, même pour moi, si j'apprends que j'ai une majorité de personnes des services RH, évidemment que je vais zoomer sur la partie, par exemple, des représentants du personnel, un sujet particulièrement novateur, dans le sens de la durée de la formation, et peut-être même pour la compréhension de ce qui est étudié maintenant et qui justifie cette nouvelle durée de 5 ou de 3 jours. Alors, donc effectivement, en tous les cas, ça me permet aussi de souffler, j'essaie de ralentir ma vitesse et mon débit. Donc, en tous les cas, pour compléter sur ce que je vous disais par rapport au DURP de tout à l'heure, cette modification de la présence du CSE dans la préparation du DURP et du plan de prévention qui peut en découler, il y a d'autres notions qui sont rattachables au DURP, des notions très importantes. Alors, je vous l'écris sur cette slide, chaque mise à jour, le DURP devra non plus seulement être mis à la disposition du SPST auquel l'employeur adhère, mais lui être transmis. Donc, c'est vrai que le service de santé au travail doit avoir une connaissance précise, désormais,
de chaque mouture, de chaque DURP qui est réalisé par une entreprise. Alors, il faut aussi savoir que cette règle du DURP connaît une plus grosse règle, c'est qu'au-delà d'être transmis au service de prévention santé au travail, le DURP doit être conservé par l'employeur 40 ans. Alors, et dans ses versions successives, c'est-à-dire que fondamentalement, vous devez avoir des moutures existantes pendant 40 ans. Vous en faites un en 2022, vous le refaites en 2023, vous le refaites en 2024, alors vous allez le refondre, hein, on est d'accord. Vous n'allez pas me dire, et c'est tout à fait normal, l'inspection du travail vous le dit aussi, vous n'allez pas retoucher totalement votre document unique de gestion des risques et de prévention. C'est-à-dire que votre DURP, votre cotation, il y a de fortes chances que dans certains cas, elle ne bouge pas. Pas dans tous les domaines, il peut y avoir de la fluctuation en fonction de ce qui s'est passé pendant l'année écoulée dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est que chaque année, ce document est refondu. Ou refondu, ça dépend comment on voit les choses. En tout état de cause, chaque fois que vous touchez à ce DURP, vous devez garder la mouture de l'année d'avant, pendant 40 ans. L'idée, c'est que, par exemple, la mouture de 2022, elle reste jusqu'à 2062. Alors, pourquoi? Cette question a souvent été soulevée à l'époque, quand la loi était sortie, quand la réforme est tombée le 2 août 2021, avant que ça rentre en application, j'avais déjà procédé à quelques présentations de cette loi, et moi, on me demandait souvent, mais pourquoi on demande 40 ans? Alors 40 ans, c'est pas tout à fait 42 et c'est pas tout à fait 43, mais c'est quand même proche d'une carrière entière. En d'autres termes, vous l'avez peut-être compris, mais l'idée c'est que à partir du moment où on fait un suivi d'un salarié dans une entreprise, si tant est soit peu qu'un jour il cherche une reconnaissance d'une maladie professionnelle, la question qui va se poser, c'est est-ce que oui ou non l'employeur a pris toutes les prédispositions pour éviter que la maladie se déclare. Et donc, fondamentalement, on va regarder qu'est-ce qu'il a fait pour essayer d'éviter la problématique que le collaborateur rencontrera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. L'idée, c'est d'être capable de remonter sur ce qu'il a fait pour sécuriser ses salariés sur une thématique dont il aurait dû connaître l'existence et pour laquelle il aurait dû procéder à des mesures de prévention. Alors c'est un peu machiavélique, mais c'est tout à fait ce qui a été demandé par les partenaires sociaux. Donc ce projet de loi, encore une fois, je le répète, à l'époque, Mme Borne était dans une situation peut-être plus salutaire. Elle réalisait des textes à connotation réglementaire pour le droit du travail et elle avait interrogé les représentants du personnel, les partenaires sociaux qui avaient indiqué qu'il était important pour les actions judiciaires de leurs collaborateurs partis à la retraite de pouvoir revenir avec du concret au cas où une maladie professionnelle devrait être actionnée et qu'une procédure de faute inexcusable de l'employeur pourrait être également sollicitée. Donc attention, le DURP, non seulement il y a une transmission de la pièce à la médecine du travail, au nouveau service de prévention santé au travail, mais il y a surtout cette notion de garder son DURP pendant 40 ans. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire pour montrer qu'on a fait preuve d'être particulièrement rigoureux et bon élève? Eh bien, moi, si j'étais à votre place, je dis bien si j'étais à votre place, chaque mesure de cotation et de prévention, je les toucherais. Pas forcément dans le sens de la cotation en changeant les chiffres, mais pourquoi pas au moins en parlant d'une mise à jour l'année d'après, c'est-à-dire mise à jour l'année d'après. Vous vous rappelez que dans le DURP, je n'ai pas à disposition à vous présenter hélas, mais c'est vrai que normalement dans la présentation du DURP, vous vous en rappelez ou vous le savez, vous avez la mesure de prévention qui existait, la mesure de prévention qui est à faire. Fondamentalement, vous pouvez mettre simplement une notion avec écrit mise à jour en date due pour montrer que peut-être il n'y avait pas de nouvelles préventions à mettre en place parce que celle que vous avez est déjà suffisamment efficace, mais précisez quand même dans chaque mouture qu'il y a une mise à jour qui est faite. En d'autres termes, rapportez la preuve que chaque fonctionnalité de votre DURP, vous l'avez repris année après année, peut-être pour ne rien mettre de plus, pour ne rien changer, mais en tous les cas, précisez que vous l'avez fait. À mon sens, ça aura une vertu, je vous le répète, si tant est soit peu qu'un jour on actionne quelque chose et qu'on demande mais comment ça se fait que vous n'avez rien fait pendant des années, je n'ai pas rien fait, je l'ai mis à jour et je n'avais rien d'autre à rajouter pendant les années qui se sont écoulées. Si pendant 3 ans, au demeurant, je suis resté sur la même connivence de la mesure de prévention parce que j'ai considéré qu'elle était suffisamment efficace, je n'ai pas considéré qu'il faille que je fasse plus. Donc, mise à jour, oui, modifier, non. Mais au moins, vous rapportez la preuve que vous avez bougé. Encore une fois, le texte, il vous demande de retoucher, de reprendre votre DURP tous les ans. Maintenant, si effectivement, la mesure de prévention que vous avez prise pour un sujet fonctionne bien, il n'y a pas vocation à redébattre, à relancer et à retergiverser sur une prévention nouvelle. Si la prévention que vous proposez est efficace, si le risque est maîtrisé notamment, il n'y aurait pas intérêt à faire quelque chose de novateur ou de nouveau. Donc,
préciser juste mise à jour pour dire que j'ai bien consulté ce que je faisais jusqu'alors. J'ai estimé que c'était de bonne loi et je le maintiens. Mais en revanche, effectivement, ne laissez pas cette mention de toucher en 2021 et en 2025, on n'a absolument rien touché, on n'a rien montré, on n'est même pas écrit qu'il y avait une mise à jour annuelle. Faites attention à ça. Pour moi, ce genre de mention sera particulièrement importante plus tard, notamment sur l'action judiciaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion? Est-ce qu'il y a des questions à ces sujets-là? Sur le DURP, son maintien pendant 40 ans. Bon, c'est relativement clair dans Alors, ça. on n'a pas de questions, Aziz. Par contre, les personnes ont répondu sur leur profil. Alors, juriste droit social du groupe, responsable RH, assistante en RQTH et invalidité, gestionnaire développement RH, responsable QSE, consultante en communication, chargée de mission RH, assistante RH, responsable du pôle espace vert, responsable RH, membre CSE de moins de 50 salariés, chargé de communication. D'accord. Voilà, secrétaire CSE et responsable développement RH. D'accord. Voilà, tu as un éventail du profil des personnes connectées. Il y a de tout, c'est bien. Alors, j'espère que vous saurez relayer ces informations acquis de droit pour ceux qui viennent notamment à titre informatif, ou alors j'espère que vous saurez apporter les novations qui vont avec pour les représentants du personnel qui sont présents, parce qu'effectivement, je pense que je vais apporter des éléments, et d'ailleurs on y arrive à cette notion du CSE et l'approche nouvelle du CSE. Alors, si je résume en tous les cas ce que j'ai dit jusqu'alors, donc il y a eu une première partie sur ce DURP qui, encore une fois, mérite d'être revisité désormais avec les représentants du personnel. Rappelez-vous cet arrêt Amazon qui peut effectivement laisser entreapercevoir la vocation de cette loi du 2 août 2021. Donc effectivement, l'idée qu'on implique un petit peu plus intensément maintenant les représentants du personnel dans la réalisation du DURP, dans la consultation réelle du DURP. Deuxième partie, relative effectivement à l'accompagnement sur la santé et sécurité des collaborateurs. Attention au service SPST qui est censé être à votre disposition plus intensément aussi. Faites un test, interrogez-les sur des mesures de sensibilisation. Bon, je pense que le sujet du harcèlement, c'est un sujet qui est à la fois clair et à la fois opaque. Il est important de voir si effectivement votre service de prévention santé au travail accepte de bien venir vous diligenter des remarques ou diligenter une expertise. Vous verrez bien, en principe, ils sont censés. C'était un engagement de Madame Borne en son temps, à l'époque où elle était encore ministre du Travail. À voir si effectivement ça s'est vraiment mis en place. Comme ça, on pourra contester si effectivement elle était efficace ou pas. A fortiori, effectivement, il y a la notion du DURP sur son principe de conservation. Gardez bien ça en tête aussi, l'histoire des 40 ans. Ce n'est pas anecdotique, il faut vraiment les avoir à disposition pendant 40 ans. Et rappelez-vous la raison du pourquoi les 40 ans. Il y a la volonté de faire face à une possible attaque d'un collaborateur qui aurait une déclaration de maladie professionnelle et qui chercherait la responsabilité de l'employeur pour ne pas avoir actionné tout ce qu'il se devait en matière de prévention. Rapporter la preuve qu'il est resté au demeurant silencieux ou inerte sur une thématique donnée. Alors, s'il n'y a pas de questions, on en arrive effectivement au sujet qui a fait le plus parler lors de la loi santé du 2 août 2021. Alors, je dis du 2 août 2021, même si son application dans la grande majorité des textes a été au 1er avril dernier. 1er avril, pardonnez-moi, 2022. Je me crois encore en 2022. 1er avril 2022. Donc, c'est vrai que pour le coup, la partie CSE est la partie la plus, elle a été contestée. Elle a été dans la mouvance d'une polémique. Nous, on va revenir dessus. Je vais revenir. Alors, il y a un petit peu de tout. J'ai entendu des profils, donc je reviens sur les bases des formations CSE. Alors, rappelons-nous, donc le CSE, donc je ne refais pas la genèse du CSE, là pour le coup, vous savez que c'est finalement le rassemblement des DP, des CHSCT et des CE selon la réforme Macron. Et donc l'idée, c'était de les former avec efficience sur une thématique qui semblait être la plus importante de toutes au regard de l'État. Vous le savez, il y a une formation qui est dite obligatoire, payable par l'employeur, c'est la formation dite santé-sécurité. La formation santé-sécurité, je complète également parce que souvent on entend des choses surprenantes, la formation dite obligatoire en vocation économique, elle est obligatoire, oui et non. Elle est obligatoire dans le sens où si le CSE exige de vouloir en faire une, vous êtes obligé d'autoriser l'absence des collaborateurs. Donc ces représentants du personnel ont droit à
une absence de jusqu'à 5 jours pendant le mandat pour se former en parallèle de la formation obligatoire dite santé-sécurité. Et donc, elle est obligatoire, cette formation économique, dans le sens où s'ils vous disent on va se former, vous devez dire oui sur l'absence et payer le collaborateur pendant l'absence. Mais en revanche, si le CSE décide de ne pas la faire, il n'y a pas de faute non plus. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'inspection du travail ne force pas le CSE qui ne veut pas se former économiquement parlant. Elle est dite obligatoire, mais son terme d'obligation est un peu discutable. Elle est obligatoire dans le sens où l'employeur est soumis à l'obligation de dire oui, je vous autorise à partir en, enfin, je vous autorise, c'est pas une notion d'autorisation, mais c'est une notion de maintien du salaire sans prendre d'heures de délégation lorsque vous partez en formation sur l'objet de la formation économique. Mais en revanche, si le CSE décide de ne pas la faire, il n'y a pas de faute. Maintenant, charge à lui d'être compétent pour répondre aux questions relatives aux consultations récurrentes du CSE en matière d'expertise économique, etc. S'ils ne sont pas formés à ces sujets, ça me semble délicat. Mais bon, il y a des entreprises où le CSE est plutôt silencieux et donc de fait, il n'y a pas d'obligation, je le répète encore une fois, à débourser de la part du CSE cette formation, même si encore une fois, elle est fortement recommandable. Encore une fois, un CSE a une attribution économique, il a une attribution en matière de santé-sécurité, il est censé être capable de faire les deux. En revanche, il faut comprendre au travers des lignes, et ça a toujours été, même à l'époque, pourquoi la formation santé-sécurité est si importante. C'est parce que l'État considère que la mission prioritaire du CSE, c'est bien de s'investir dans la mesure de sécurité des collaborateurs. C'est ça l'interprétation de l'État. Donc, comprenez bien que, et là j'en parle avec beaucoup de légèreté, mais un représentant du personnel, dans le cadre de sa mission en matière de santé-sécurité, alors un délit d'entrave peut être constitué de diverses façons, mais en matière de santé-sécurité, l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, ça passera vraiment pas. Ce sera beaucoup plus discutable de dire j'estimais qu'il n'avait pas à le faire, alors que pourtant c'était une attribution de santé-sécurité. Donc je vais revenir sur les attributions du CSE en matière de santé-sécurité pour que ça soit bien clair. En d'autres termes, je vais vous expliquer ce qu'on apprend en formation en santé-sécurité pour les membres du CSE, notamment avec cette nouveauté des durées. Mais comprenez bien là aussi, notamment pour les services RH, pour les managers, pour les responsables de service, que en la matière, un CSE a des droits très particuliers et que fondamentalement, en matière de santé-sécurité, je ne dis pas pour la partie économique, c'est tout aussi important, mais la partie santé-sécurité, empêcher le collaborateur d'exercer sa mission, ça sera difficilement défendable. Difficilement défendable. Alors, qu'est-ce qui a été décidé dans cette réforme? Eh bien, dans cette réforme, il y a eu deux grandes nouveautés. La première, on a abandonné l'idée d'une société de plus de 300 et de moins de 300 qui pouvait justifier une formation en santé-sécurité en 3 jours ou en 5 jours. Et alors, pour cela, on ne peut que considérer que c'était salutaire. Je veux dire, fondamentalement, vous avez une société de plus de 300, la formation dure 5 jours, vous avez une société de moins de 300, elle dure 3 jours. Enfin, moi, je me suis trouvé dans des situations quand même assez rigolotes où une semaine, j'étais en formation dans une société de 284 collaborateurs, je leur faisais 3 jours. Juste après, la semaine d'après, j'avais une formation sur une société de 304 personnes et je leur faisais 5 jours. Alors, très honnêtement, je n'avais jamais compris pourquoi il y avait une distinction entre 3 et 5 jours en fonction qu'on soit en plus ou moins de 300. Pour moi, les enjeux sont les mêmes. Bon. Finalement, c'est bien salutaire en ce sens-là, on a dépoussiéré et on est revenu sur une notion plus juste et plus claire. Aujourd'hui, un premier mandat d'un représentant du personnel dans le cadre du CSE, dans sa société, je dis bien dans sa société, c'est important de le retenir, parce que c'est pas parce qu'on a été membre d'un CSE dans une autre société qu'on repart sur l'idée que c'est un renouvellement. Non, non. L'idée, c'est que dans sa société, pour la première fois, il est représentant du personnel, même s'il en a fait des tonnes et des tonnes de formations, ça ne change rien. Dans la société où il est, le premier mandat qu'il réalise, c'est 5 jours. C'est la formation dite initiale en santé-sécurité. Formation de 5 jours. En revanche, si dans cette même société, il est renouvelé, à ce moment-là, effectivement, la formation durera 3 jours. Nouveauté, les membres de la C2SCT sont formés en renouvellement ou en période initiale toujours de 5 jours. Mais la nouveauté, c'est qu'on forme tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on avait notamment une C2SCT, on pouvait se dire, bon bah voilà, j'ai une commission santé, sécurité, conditions de travail, c'est ces personnes qui sont habilitées à la question de la santé, sécurité. Fondamentalement, je ne forme que les membres de la C2SCT. On a pu penser ça au début d'ailleurs, lorsque la réforme est tombée. Au début, c'était ainsi. On a pensé que c'était comme à l'époque. C'est une réforme au niveau temporel, mais
quand on a une commission, ça change tout, c'est la commission qui se forme seulement en santé-sécurité. Eh bien, figurez-vous que non. Attention, j'espère que ça sera clair pour tout le monde. N'importe quel collaborateur du CSE, titulaire comme suppléant, qu'il fasse partie ou non d'une C2SCT si elle existe, doit être formé en santé-sécurité. Alors en revanche, vous l'avez compris, si c'est le premier mandat des représentants du personnel, ça sera 5 jours. Si c'est un renouvellement, ce sera 3 jours. En revanche, les membres de la C2SCT, ce sera toujours 5 jours. Alors, est-ce qu'ils peuvent être mélangés avec les autres? Est-ce que la commission santé-sécurité peut être mélangée à une formation avec les membres du CSE premier mandat? Eh bien là, les interprétations ne sont pas les mêmes. Les inspections du travail, elles sont toutes disparates au niveau national et elles ne pensent pas toujours pareil. Alors, moi, je dis bien moi, en tant qu'expert au CSE, je considère qu'on ne peut pas appréhender avec les membres de la C2SCT de la même manière qu'avec les membres du CSE. Alors, d'un côté, je suis pour la cohésion et permettre aux membres de la C2SCT de travailler avec les membres du CSE en même temps, mais parce que leurs attributions ne seront pas tout à fait les mêmes, je vois ça difficilement de mélanger les membres de la C2SCT avec le reste de l'équipe. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'agenda, pour des raisons logistiques, ça se fait. Maintenant, si je vous donne une interprétation tout à fait transparente et sereine, si on me dit, écoutez, vous pilotez, vous me dites ce qui est le mieux à faire, je considère qu'on peut mélanger les premiers mandats avec les renouvelés, mais en revanche, on distingue la C2SCT du CSE. Complètement. Donc, je prends un exemple. On va prendre un exemple concret. Imaginons une société qui dispose de 375 collaborateurs. Il y a une commission santé-sécurité conditions. Et voilà, on a X personnes au CSE et Y personnes à la C2SCT. Eh bien, moi, je ferai en sorte à former les membres du CSE exempts de la partie C2SCT. Je dis bien exempts de la partie C2SCT. Je les formerai soit sur 3 jours, soit sur 5 jours, en fonction qu'ils soient renouvelés ou en premier mandat. En revanche, je peux les mélanger. Je peux très bien commencer ma formation pendant 2 jours avec les nouveaux élus. Et donc, dans ce cas-là, on va apprendre les nouveautés, on va apprendre l'attribution et le fonctionnement du CSE en matière de santé-sécurité. Ça dure en moyenne effectivement 2 jours. Et à partir du moment où les anciens arrivent, on rentre dans l'expertise, les nouveautés en matière de santé-sécurité, les nouveautés jurisprudentielles, les nouveautés des interprétations d'inspection du travail. On fait ça lors de la 3e, de la 4e et de la 5e journée. Ce qui fait que donc, les membres du CSE premier mandat commencent en étant novices et finalisent leur formation avec des personnes qui ont déjà eu des mandats DRE. Alors, je vais vous dire aussi autre chose. Et alors là, je suis très transparent et il n'y a pas de polémique à avoir, mais ça dépend aussi, bien sûr, du centre de formation. Chez M2I, par exemple, on mélangera les nouveaux avec les anciens, c'est pas un problème. Je sais qu'il y a des centres de formation qui préconisent où les anciens sont avec les anciens, les nouveaux sont avec les nouveaux, les membres du C2SCT sont avec les membres du C2SCT. C'est un choix. Logistiquement parlant, je peux comprendre, mais encore une fois, économiquement, voilà, c'est pas facile, hein. Donc fondamentalement, voilà, je vous le dis, il n'y a pas de décision claire là-dessus. L'inspection ou le ministère du Travail n'a pas dit, voilà, il faut les rallier ou il faut pas les rallier. En principe, ça peut se faire. Les inspections du travail sont d'accord. Il y a juste cette notion de la C2SCT, entité un petit peu parcellaire qui en plus travaille différemment, parce que la C2SCT, c'est une commission spécialisée. C'est normal que eux travaillent différemment. Donc moi, personnellement, je préfère distinguer les membres de la C2SCT des autres membres du CSE. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, moi je le fais, hein, je forme parfois les membres du CSE avec les membres de la C2SCT, je distingue juste ceux qui sont en 5 jours et ceux qui sont en 3 jours. Voilà. Ça peut se faire aussi. Il y a la volonté du centre de formation, il y a la volonté également du formateur qui doit être à l'aise pour aborder les thématiques en fonction du public, et après il y a aussi le choix des représentants. Parce que je vous rappelle que c'est les représentants qui choisissent, donc si les représentants vous disent, nous, on veut séparer les membres de la C2SCT parce qu'on veut qu'ils se travaillent séparément, parce que nous, on n'est pas des experts et ça sera beaucoup plus léger pour nous, eh ben là, il va falloir autoriser ce que les membres du CSE vous disent. D'accord? Donc ça, c'est un sujet qui est quand même très délicat. Alors là, peut-être Céline, on a des questions, je ne sais pas. Oui, on a quelques questions. Okay. Mais tu as répondu, je pense que Fanny, qui te posait la question pour la formation du suppléant, tu y as répondu, hein. Elle demandait si le suppléant doit-il faire également suivre une formation de 5 jours. Oui, alors juste une précision, il n'est pas obligé de le faire en même temps que les autres. C'est-à-dire que ce qui est possible, ce que les employeurs peuvent faire, c'est par exemple former les titulaires d'abord, les suppléants après. Mais effectivement, pour des raisons effectivement d'égalité de traitement, tous les membres du CSE doivent être formés titulaires ou suppléants
notamment si un jour le suppléant devait prendre la place du titulaire, on ne sait jamais. Voilà. Océane qui dit oups, je vois que la réponse est à venir, désolée. Donc Océane, si la réponse que vous avez vous convient, je vais passer à la suivante, sinon n'hésitez pas de nouveau à la poser. Leïla, bonjour. Pour la formation SSCT, pour ceux ayant un accord d'entreprise mis en place désignant un nombre de membres CSSCT, la formation doit-elle être effectuée par les membres CSSCT ou bien l'ensemble des membres du CSE? Alors, encore une fois, donc c'est une question très technique, mais la réponse, je vous l'ai déjà donnée. C'est effectivement, vous avez un accord qui permet une C2SCT. Donc, on part du principe qu'on a donné compétence en santé sécurité aux membres de la C2SCT. C'est clair pour l'entreprise, mais il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'inspection du travail, il faut former tout le monde en santé sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut se dire, mais alors, quel est l'objectif d'avoir un CSE qui doit être formé en santé puisqu'on a donné compétence à des membres du CSE qui font partie de la C2SCT? Ben, c'est tout simplement parce que la C2SCT, si ça se trouve, elle va être modifiée au cours du mandat. Et même, si ça se trouve, un membre du CSE sera saisi une fois d'une question santé-sécurité sans faire partie de la C2SCT. C'est pas pour autant qu'il va dire non, je botte en touche, je le traite pas. En matière de harcèlement sexuel, même si on a un référent harcèlement sexuel, c'est pas parce qu'on en a un qu'on va être à l'aise de parler avec lui ou avec elle. On va peut-être préférer aller voir un membre du CSE, lambda, et évoquer avec lui ce qu'on a comme problème. Et lui doit être appréhendé, il doit être capable de saisir le sujet comme si de rien n'était, comme s'il était aussi, on va dire, expert que le collègue qui lui est référent en la matière. Donc c'est pour ça que tout le monde doit être formé en santé-sécurité. Voilà. On a également une question de François Bertrand. La formation sécurité est-elle obligatoire selon les mêmes modalités que le volet économique? Et il précise, j'ai les mêmes représentants depuis plusieurs mandats et ils ne veulent plus partir en formation. Ah oui, effectivement. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce en organisant la formation, je fais une faute? Enfin, si j'organise ma formation, est-ce que je suis dans la légalité ou est-ce que je peux me permettre de ne pas la faire parce que les personnes ne veulent pas y aller? Alors en fait, l'idée, c'est que vous devez rapporter la preuve que les formations ont été proposées et que les représentants du personnel vous ont dit je ne veux pas y aller. Donc vous devez avoir une attestation sur l'honneur, exemple de tout vice, qui dit que les représentants ont refusé de se former. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Moi, je vous dis honnêtement, à chaque mandat, tous les 4 ans, il y a toujours une nouveauté. Donc, personnellement, et c'est pas pour être commercial, hein, mais honnêtement, tous les 4 ans, on apprend des nouvelles choses. Donc, moi, je suis quand même assez surpris qu'on se dise, au bout de 4 ans, bah, c'est bon, je connais, j'ai plus rien à apprendre. Très honnêtement, on en apprend toujours. Moi, j'en apprends tous les jours. Hein. Très honnêtement, il y a tellement d'arrêts, il y a tellement de situations que c'est quand même difficile de dire, je connais, je maîtrise. Non, je pense qu'il faut vraiment y aller. Alors maintenant, en revanche, c'est vrai que si les représentants refusent d'y aller, ils vous signent une attestation. Et effectivement, il n'y a pas de délit d'entrave. Vous avez proposé la formation, ils vous ont dit non, parce qu'ils ne veulent plus. Très bien. L'attestation, et ça ira. Voilà. Merci Aziz, on te laisse poursuivre. Voilà, nickel. Alors, peut-être une précision, parce que il y a des personnes qui sont expertes et d'autres moins, mais la C2SCT, la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Alors, je reprends les termes et les acronymes. Le CSE, Comité social et économique, représentation du personnel, thématique de la santé au travail, thématique économique, thématique de droit du travail. Dans ce CSE, on peut faire des commissions. On peut faire une commission logement, on peut faire une commission formation, on peut faire une commission œuvre sociale et culturelle, on peut faire une commission marché qui est obligatoire à partir du moment où vous avez 2000 collaborateurs d'ailleurs. Donc toutes ces commissions, vous les mettez en place par accord. Une collaboratrice du webinaire a fait la remarque sur l'accord. Donc, par accord, dans l'accord préélectoral, dans le PAP, dans le protocole d'accord préélectoral, vous précisez si oui ou non vous allez créer des commissions. En d'autres termes, vous allez spécialiser des membres du CSE dans des thématiques précises. La commission la plus célèbre, c'est la commission santé, sécurité, conditions de travail. Cette commission, elle peut être faite par accord pour les sociétés de moins de 300. Elle est obligatoire pour les sociétés de plus de 300. Et elle est obligatoire si l'inspection du travail vous l'exige. Parce que l'inspection du travail peut très bien dire votre société est particulièrement dangereuse, particulièrement problématique, j'exige, même sans accord, que vous ayez une C2SCT. Comme ça, vous êtes bien au clair sur qu'est-ce que la C2SCT. Et donc, les membres de la C2SCT interagissent sur la question de la santé-sécurité, évidemment, au même titre que n'importe quel autre membre du CSE aussi. Après, vous avez un règlement intérieur du CSE qui donne compétence sur certaines thématiques à la C2SCT en exclusivité, et c'est ce qu'on appelle les règles de redistributivité. Alors, en quelques mots quand même, qu'est-ce que c'est que l'objet de la fonction des membres du CSE en matière de santé-sécurité? Premièrement, ils doivent être capables de faire de la sensibilisation. Alors, de la sensibilisation,
j'essaye de ne pas être perturbé par le problème technique. Donc, on a perdu de nouveau l'affichage, mais il va revenir. Vous en faites guère. J'ai pas besoin de l'affichage, on n'en a pas besoin. Donc, effectivement, ils doivent être capables de faire de la sensibilisation. La sensibilisation, ça ne veut pas dire que l'on prend le rôle d'un formateur et qu'on explique ce que c'est que la santé au travail. Évidemment, c'est pas ça. Évidemment, c'est pas ça. Donc, la sensibilisation, c'est par exemple, en tant que représentant du personnel, j'estime qu'il y a une situation anormale, j'interagis et je sensibilise un collaborateur. Je vais prendre un sujet. Imaginons un collaborateur qui tient des tenues qui peuvent être discutables en matière de religion, en matière de politique, en matière de philosophie, qui, voilà, son propos nous choque. Le représentant du personnel, il peut, de manière autonome, aller à la rencontre du salarié et lui dire, écoute, moi, en tant que représentant du personnel, j'interagis avec toi, parce que ton comportement est anecdotique et non adéquat, et je te demande effectivement d'être vigilant sur ce que tu dis, sur ce que tu fais dans l'entreprise. Il a ce devoir d'interaction avec les collaborateurs en sensibilisant sur ce qu'on peut pas faire, mais de manière directe pour appréhender un salarié, pour lui dire ce qu'il peut ou ce qu'il peut pas faire. De plus, il peut interagir, vous l'avez vu dans le document unique d'évaluation des risques. Il peut interagir sur la qualification des risques professionnels, leur criticité et leur prévention qui en découlent. En outre, ils peuvent intervenir dans la célèbre situation de l'enquête post-accident. Qu'est-ce que c'est que l'enquête post-accident? Eh bien, un accident s'est produit sur un site. Il faut mener une enquête pour comprendre les origines et le déroulé de l'accident. On fait appel aux représentants du personnel en concomitance avec, par exemple, le responsable santé-sécurité. Ils peuvent également aller à la rencontre de n'importe quel collaborateur, faire ce qu'on appelle des visites de locaux et voir si tout va bien. Appréhender les locaux, appréhender les personnes, vérifier si tout va bien. Enfin, ils peuvent être à la disposition de n'importe quel salarié qui voudrait parler avec eux, leur évoquer une situation, une anormalité, et dans ce cas-là, ils deviendraient préventeurs de risque puisqu'ils seraient à la base d'une alerte qu'on leur ferait. Alors après, je passe le détail sur les interventions en matière de licenciement pour inaptitude, etc. Après, ça devient technique et je ne vais pas tout tracer avec vous en quelques mots. Mais voilà, c'était pour vous rappeler quand même quelles sont leurs attributions. Vous voyez qu'ils ont des attributions très importantes. Ils ont notamment ce droit d'interagir avec les salariés quand une situation anormale de danger ou de presque danger s'est opérée dans l'entreprise. Donc, leur formation n'est pas anecdotique, elle est relativement poussée. Et effectivement, ils ont besoin de 5 jours quand c'est en premier mandat, 3 jours en renouvellement. C'est beaucoup plus juste par rapport à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, faire 5 jours pour des sociétés de plus de 300, alors qu'on faisait 3 jours pour des sociétés de moins de 300, alors que pour certains c'était des nouveaux, des autres des renouvelés, enfin, c'était complètement dingue. Honnêtement, il n'y avait pas de logique. Moi, j'étais vraiment très mal à l'aise. D'ailleurs, en formation, je me disais toujours, bon, je vais apprendre à faire la formation de 5 jours en 3 jours pour que tout le monde apprenne les mêmes choses. En 5 jours, on fait plus d'exercices, plus de mise en situation, mais 3 jours, ils apprennent la même chose en un peu plus rapide, mais ils le font de la même manière. C'était ça l'idée. Maintenant, au moins, tout le monde est logé à la même enseigne. Premier mandat, deuxième mandat, il n'y a que les membres de la C2SCT qui font de l'expertise technique. Alors, voilà ce qu'il fallait dire en matière de formation santé-sécurité par rapport aux membres du CSE. C'est la première grande nouveauté, c'est cette modification des tranches au travers desquelles eh bien, on se retrouve effectivement à faire une formation de 5 jours ou 3 jours. Donc effectivement, ces tranches n'existent plus. Maintenant, c'est premier mandat ou deuxième mandat. Premier mandat égale 5 jours, deuxième mandat égale 3 jours. Je le répète, dans la même société. Et attention à la C2SCT, c'est toujours 5 jours. Alors, il y a une deuxième nouveauté, c'est que la formation santé-sécurité est obligatoire à partir de sociétés qui ont 11 collaborateurs. C'est-à-dire que les petites sociétés de 11 à 50, qui jusqu'alors n'étaient jamais soumises à l'obligation d'avoir la formation santé-sécurité, maintenant est soumise à la même règle. 5 jours, 3 jours, en fonction qu'ils soient renouvelés ou pas. Alors, en revanche, il y a une petite remarque, et je ne veux pas créer de polémique ou je voudrais pas non plus tergiverser sur le sujet, mais il y a une polémique qui se pose, c'est qu'à l'époque, quand le texte est sorti, il avait bien été précisé que les OPCO pourront être engagés pour rembourser les frais exposés pour la formation des élus pour les sociétés de moins de 50. Alors, je vous dis bien avec des pincettes. Je vous dis bien avec des pincettes. Moi, c'est des retours que l'on m'a fait. Là, ça fait quand même 1 an, et donc au bout d'1 an, j'ai quand même pas mal de retours sur les sociétés qui font des demandes auprès des OPCO. Il semblerait que c'est très difficile d'obtenir le remboursement d'un OPCO. Très difficile. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est incertain, je ne peux pas vous dire que voilà, c'est clair, c'est impossible qu'on rembourse. Moi, je vous dis juste qu'il semblerait qu'actuellement, c'est difficile d'avoir un remboursement d'un OPCO. Apparemment, les OPCO jouent plutôt la carte
de ne pas dédommager. Alors, le critère, je ne le sais pas. Apparemment, c'est des choix orientés par les OPCO de ne pas faire le remboursement parce que c'est des sommes qui sont relativement importantes et que, décident de ne pas le faire. Alors, je le répète, hein, c'est contraire à la loi, puisque la loi a bien dit, c'est écrit noir sur blanc, que les OPCO seront habilités à pouvoir être interrogés pour pouvoir prendre en charge les coûts de ces formations. Alors effectivement, c'était ils seront, c'est pas ils doivent, on peut jouer avec la sémantique, mais n'empêche que quand c'est écrit noir sur blanc dans un texte réglementaire du même acabit, enfin je veux dire, on invite les OPCO pour les sociétés de moins de 50 eu égard au prix que cela coûte d'interagir pour faire rembourser les frais exposés pour les formations. Enfin moi je pensais sincèrement que les OPCO allaient jouer le jeu, parce que c'est vraiment, si on l'indique, c'est qu'on sait que c'est particulièrement difficile pour les entreprises de payer cette formation. Donc je pensais qu'ils allaient jouer le jeu. Il semblerait que non. Voilà. Là, pour l'instant, je crois que sur 50 sociétés qui ont fait solliciter un OPCO, j'en ai peut-être une dizaine qui ont réussi à avoir gain de cause. Et encore, hein, négocions des tarifs. Voilà, donc que vous le sachiez. Je précise encore une dernière chose peut-être, je regarde juste par rapport au slide, je crois pas qu'on l'aborde dessus. Ouais, effectivement. Donc je reviens sur le slide sur le CSE. Je précise également autre chose. Parce que souvent on me pose cette question, et récemment j'ai dû donner une interprétation à ce sujet, je me permettrai de vous la donner également à vous, parce qu'il y a énormément de représentants des classes RH et des classes sociales, juristes sociales. Qu'est-ce qu'on fait de la formation du référent harcèlement sexuel, agissement sexiste? Alors, je rappelle qu'il y a l'obligation dans une société de nommer, même pour 11 collaborateurs, un référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, et à partir de 250 collaborateurs, qu'il y ait ce même référent qui existe du côté de la direction. Et les textes de l'institution de ce référent obligent à ce qu'il soit formé. Il y a du débat sur cette formation, beaucoup de débats. Parce que, quand vous lisez le texte de référence, il est écrit que les membres du CSE, ainsi que le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, doivent être formés à leurs obligations de formation santé, sécurité, conditions de travail. Vous avez une interprétation d'une certaine classe de juristes qui dit, ils doivent être formés en santé sécurité, ils suivent la formation santé sécurité en 3 ou 5 jours en fonction qu'ils soient renouvelés ou pas, c'est bon. Il y a une autre classe, dont moi je fais partie, qui dit, mais si on a distingué le CSE du référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, qui, je le répète, fait partie du CSE, ça il faut le savoir, le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, il fait partie du CSE. Alors si on l'a distingué, si dans le texte on écrit le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, au même titre que les membres du CSE. C'est pas comme ça, hein, c'est les membres du CSE ainsi que le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste seront formés à leurs obligations respectives de santé, sécurité au travail. Mais si on a distingué les deux, ça veut dire qu'on veut faire une formation particulière également pour le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste. Ça semble logique, sinon on aurait dit les représentants du CSE, quelles que soient leurs attributions en matière de santé, sécurité, seront formés à la formation spécifique initiale de 5 jours ou 3 jours santé, sécurité. Là, on a distingué le référent des autres membres du CSE. Donc pour moi, il doit avoir une formation à part pour son statut de représentant. Enfin, pour son statut, de référent. En plus de ça, il y a un deuxième argument. Donc, à part l'interprétation de l'écriture de l'article, il y a un deuxième argument qui tient la route. Et c'est très important ce que je vais vous dire. Dans une formation réglementaire CSE, la formation santé, la question du harcèlement sexuel, de l'agissement sexiste est traitée. Mais elle est traitée de manière platonique. C'est-à-dire qu'en général, on traite du texte, l'article 153-1, alinéa 1, alinéa 2, on expose les faits, grosso modo. On va pas très loin dans l'expertise. En revanche, le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, il doit savoir ce que c'est que le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, comment il doit interagir en cas de difficulté, comment il interagit dans le cadre d'un protocole d'alerte, et comment il discute avec les salariés victimes, voire délinquants, en tous les cas sévisseurs en eux-mêmes. Donc en d'autres termes, on leur fait une expertise qui dure en moyenne entre 1 et 2 jours, ça dépend des centres de formation. Chez M2I, c'est par exemple 1 jour. Mais je veux dire, en 1 jour, on expertise le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste. Ce qui, en général, dans une formation classique du CSE, est abordé en même pas 1 heure. Donc vous imaginez bien que ce qu'on fait n'est pas du tout du même acabit. Donc former un référent dans la formation santé-sécurité de 3 jours ou de 5 jours, impossible. Impossible. On revient sur le harcèlement sexuel avec quelques arrêts d'ailleurs, mais on va pas plus loin. On fait pas une expertise concrète du harcèlement sexuel, des cas de figure, comment on accompagne, etc. On manque de temps. Donc il y a bien une formation indépendante du référent harcèlement sexuel, agissement sexiste. Donc
Voilà, je vous le dis, parce que bon, vous vous confronterez sans doute à cette question un jour. Qu'est-ce que je dois faire si demain je dois former mon CSE? Quelles sont mes formations dites obligatoires en qualité d'employeur que je suis? Je dois former en santé-sécurité pendant 3 jours ou 5 jours, en fonction que ce soit le premier mandat ou un mandat renouvelé ou les membres du C2SCT. Mais en plus, je dois former le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste. Alors, pour vous donner un exemple, quand un phénomène de harcèlement sexuel au travail a lieu et qu'il y a un dépôt de plainte, que le salarié finalement fait saisir l'inspection du travail fait 2 choses. Premièrement, il vous demande si les salariés ont été sensibilisés au harcèlement sexuel, à l'agissement sexiste. Deuxième chose, est-ce que votre référent a été formé à ce sujet? Est-ce que c'est un sujet que vous avez pris à bras le corps? Est-ce que vous avez étudié la notion du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste en aidant les représentants à se formaliser là-dessus? Si c'est pas le cas, le dossier commence mal. C'est pas perdu, il commence mal. Donc pensez-y. Voilà. Je pense avoir fait le tour concernant la formation du CSE, même si c'est un sujet extrêmement passionnant et que je pourrais y passer toute la journée, mais voilà, je pense que j'avais à dire ces éléments seulement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, oui. Et tu fais bien de le rappeler, Aziz, hein, il s'agit là de vous délivrer une formation très courte en accéléré pour vous faire découvrir certains concepts, on va dire, fondamentaux. En ce qui concerne la formation, elle-même se déroule sur plusieurs jours, hein, tel qu'il vous l'a présenté. Donc, on ne peut pas aborder en 2 heures ce qu'on fait sur plusieurs jours. Mais je pense que ça, tout le monde l'a bien compris. Donc, on a quelques questions, Aziz. Marianne qui nous demande s'il n'y a pas de CSE dans l'entreprise, est-ce qu'il doit y avoir un référent harcèlement sexuel? Et si oui, y a-t-il des critères pour choisir ce référent? Alors, s'il n'y a pas de représentant du personnel parce qu'il y a eu carence, l'employeur, il peut, dans son obligation de santé-sécurité, décider de mettre en place une commission d'études des RPS et du harcèlement sexuel et l'agissement sexiste. Moi, je considère qu'il vaut mieux faire les trois. Hein. Même si on parle de référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, il vaut mieux faire une commission à ce moment-là, harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste, donc RPS, harcèlement sexuel, agissement sexiste. Et dans ce cas-là, la commission, on prend des collaborateurs invités comment dire, à être volontaires. Hein. Donc, qui est intéressé par le sujet, on va prendre un manager, on va prendre un salarié neutre, peut-être, pourquoi pas, un collaborateur qui a connu une situation de stress au travail, un représentant santé-sécurité également. Il n'y a pas de, là, c'est vraiment qui est volontaire, et dans ce cas-là, on fait une petite commission d'études, et ça aura vertu. La loi, elle dit que le référent, c'est uniquement un membre du CSE. Mais, à défaut d'avoir un CSE, ça ne pourra être que salutaire devant l'inspection d'avoir pris le sujet à cœur et de dire, voilà, nous, on sait que c'est un sujet qui est important. Je rappelle que le harcèlement sexuel, l'agissement sexiste, c'est du délit pénal. Donc, avoir mis en place une commission d'études, à défaut d'avoir un référent, ce serait la bienvenue. Donc, effectivement, à faire en faisant appel d'abord à des personnes volontaires, des personnes intéressées par le sujet, tout simplement. Mais là aussi, une formation serait la bienvenue. On peut former, alors celle-ci, elle serait pas réglementaire, mais en revanche, elle serait totalement faisable, bien sûr. Julien nous demande également, est-ce que le fait d'avoir une installation classée ICPE, est-ce que ça l'exonère d'avoir, est-ce que ça l'exonère des seuils de salariés pour la constitution de la CSSCT? Excusez-moi. Alors, normalement, effectivement, ICPE, normalement, on est automatiquement amené à avoir une C2SCT, mais pour mesure de sécurité, je dis bien par mesure de sécurité, la saisie d'inspection du travail avant de mettre en place par obligation la commission serait la bienvenue. De toute façon, un représentant de l'État, c'est toujours la bienvenue de l'interroger avant de faire quoi que ce soit. Donc, par acquis de conscience, moi, je dirais à 99% de chance, c'est sûr que vous devez en avoir. Mais en revanche, a fortiori, à demander quand même à l'inspection du travail s'il y a bien confirmation de sa part. C'est lui, de toute façon, qui donne le mot à la fin. C'est lui le régulateur. Voilà. Fatima qui nous demande, est-ce que les représentants du personnel peuvent choisir de suivre ces formations avec leur syndicat? Alors, ça, c'est un sujet extrêmement passionnant. Oui, ils le peuvent, mais en revanche, la question qui va se poser, c'est, et alors je reprends bien dans les faits comment que ça se passe, hein. L'obligation de formation, l'employeur, il peut en soumettre. Quand il la soumet, et qu'on a une organisation syndicale majoritaire dans l'entreprise peut-être un peu farouche, il y a de fortes chances que ses collaborateurs, ses représentants disent on va se former avec notre syndicat. Il y a la volonté parfois de l'employeur de faire travailler tous les représentants du personnel en même temps, en cohésion, pour leur apprendre à travailler en concomitance. C'est là où effectivement l'approche de l'employeur est la meilleure de toutes.
il y a une deuxième visibilité qui peut se faire. Et là, c'est une méthode pour pousser les représentants à travailler avec l'employeur et son prestataire plutôt qu'avec le leur. Eh ben, c'est de payer la formation santé sécurité et la formation attribution et fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous offrez la formation qui est non obligatoire. Mais c'est la condition pour cela, c'est qu'on ne se forme pas avec la section syndicale. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le syndicalisme, hein, mais ça veut dire qu'on veut apprendre à travailler différemment, tout simplement. Et puis je rappelle qu'ils peuvent se former par leur syndicat, même sans avoir cette autorisation de la part de l'employeur. Donc fondamentalement, l'un dans l'autre, voilà. D'ailleurs, Fatima te demande également si le CSE peut lui-même financer sa formation. Alors non, parce que c'est une formation dite obligatoire. Donc pour le coup, c'est l'employeur qui paye. L'employeur paye parce que c'est une formation obligatoire. La formation santé-sécurité, le CSE ne peut pas la payer. S'il la paye, il y a des délits d'entrave de la part de l'employeur. Donc là, c'est pas possible. En revanche, toutes les autres formations qu'elle voudrait suivre avec son syndicat, donc formation prise de parole, formation attribution et fonctionnement, formation art de la négociation, ça, en général, ça dépend de la place qu'on a au syndicat, mais elle est offerte. Donc, faire payer le CSE, bon, je l'ai rarement vu. Hein. Surtout si le CSE a une autre couleur syndicale. Ce serait bizarre. D'accord. Voilà. Merci. Alors, plusieurs personnes ont échangé sur leur expérience et leur demande de financement auprès des OPCO. Effectivement, dans la majorité, tout le monde a dit que, toutes les participants ne semblent pas avoir obtenu de financement OPCO. Donc, ça semble effectivement une généralité parmi les participants. J'ai répondu à Fatima, mais effectivement, sa question est très pertinente. Oui, bien évidemment, il faut que l'organisme de formation soit habilité pour dispenser ces formations. Et donc, c'est le cas d'M2I Formation qui vous propose l'ensemble des formations présentées aujourd'hui par Aziz. Oui, alors effectivement, bon, là, je vais faire un peu le commercial. Faites très attention à ces organismes de formation qui sont, soi-disant des précurseurs, des avant-gardistes, etc., et qui vont proposer des choses. Sur le marché, il y a de tout. Hein. C'est comme partout. On achète une voiture, on achète un tapis de course. Voilà, on peut tomber sur du bien, on peut tomber sur du mal. Parfois, il faut quand même se dire, il faut donner un peu plus pour être sûr d'avoir de la qualité. Ça, c'est un petit conseil. Maintenant, faites attention aux formations. Si elles ne sont pas agréées, soyez vigilants par rapport au tarif, parce que le tarif, parfois, en dit long. Et celui qui casse le prix, parfois, on peut se poser la question de savoir s'il est agréé. Alors, petite remarque, si vous apprenez que la société n'est pas agréée, la formation que vous avez suivie, vous êtes en droit de ne pas la payer. Et donc, dans ce cas-là, vous pourrez revenir vers un autre soin, comme M2J, par exemple, c'est tout à fait possible. Voilà, on peut penser à cela. Donc, une formation qui n'est pas agréée, le centre de formation, vous n'avez pas à le payer. Alors, je rappelle que la vérification de l'agrément se fait sur les listes départementales ou ministérielles. Nous, on est en départemental, c'est-à-dire qu'en fait, notre agrément dépend de département. Il ne dépend pas du ministère du Travail. Je vous dis, c'est rien de négatif. Hein. Il y en a qui passent par le ministère, il y en a qui passent par les départements. Nous, on est passé par les départements, donc nous, c'est des agréments départementaux. Donc, effectivement, on est sur toutes les DRETS de France. Voilà. Et donc, nous avons une autorisation nationale au sein de toutes nos agences, nos 35 agences de formation. Nous pouvons dispenser ces formations, bien évidemment. Une question très intéressante de Nina. Comment traiter un harcèlement sexuel qui vient d'un fournisseur sur une salariée ? C'est l'expertise. Si j'ai l'autorisation de Céline, moi, je veux bien faire une expertise en live. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, apparemment, j'ai l'autorisation. Donc, quelques mots. Il existe 3 types de harcèlement, aussi bien sexuels que moraux. Il existe ce qu'on appelle le harcèlement interne, le harcèlement externe et le harcèlement dans l'environnement. Donc, dans le cas de figure du harcèlement sexuel en question, c'est un harcèlement sexuel externe. C'est-à-dire que nous avons affaire à un prestataire, un client qui nous cause du tort. L'employeur est soumis à l'obligation de vous protéger. C'est-à-dire que pour le coup, vous devez exercer premièrement votre droit de retrait eu égard au harcèlement dont vous êtes victime. C'est la première étape. Donc, vous exercez votre droit de retrait. Un droit de retrait, ça se pilote selon les considérations de votre règlement intérieur dans l'entreprise. Le cas échéant, vous faites appel à votre manager pour signaler votre droit de retrait. Vous interloquez en même temps votre CSE qui déclenche un danger grave et imminent. Inspection est menée auprès du client ou du prestataire ou du fournisseur pour déterminer les causes de l'incident et la véracité de ce que vous avez dit. En attendant, vous êtes en droit de retrait, vous ne travaillez plus avec. Vous êtes exempté de l'activité à son égard. Si la considération de l'événement est considérée, il y a casse du contrat commercial. C'est la logique. Hein. Je dis bien, c'est la logique. S'il y a eu un phénomène de harcèlement sexuel avéré avec un client et qu'on continue à travailler avec ce client, si la casse n'est pas faite, il y a faute inexcusable de l'employeur en cas de récidive. Donc normalement, c'est casse du contrat commercial.
Deuxième étape, effectivement, vous êtes revigoré dans vos droits et vous ne perdez pas vos salaires, évidemment, il n'y a pas d'abandon de poste, et donc vous ne perdez strictement rien en face. Voilà les étapes. Bon, je l'ai fait vite, hein. C'est bon? C'est clair? Oui, Il y a oui, casse merci. commerciale. Voilà. On te laisse poursuivre. Merci Voilà, pour oui, vos questions effectivement. également. Oui, évidemment, merci pour ces questions. Ça nous permet aussi de pouvoir donner des exemples avérés, peut-être même des expertises en live, ça peut être intéressant. Alors, effectivement, pour finir, enfin non, presque pour finir, parce que pour le coup, il y aura quand même une petite mention que je devrais vous présenter tout à l'heure, j'espère que vous apprécierez, c'est le lien entre la loi santé et la réforme des retraites. Mais effectivement, pour le coup, quelques éléments subsidiaires et de précision. Alors, dans les textes, on a évoqué 4 mentions. Alors, la première, hein, je vais l'écarter tout de suite, c'est la nouvelle définition du harcèlement sexuel. Alors, si vous voulez, la notion du harcèlement sexuel corrobore la notion de sexisme. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on avait la séparation du harcèlement sexuel et du sexisme. Aujourd'hui, l'article 153-1 alinéa 2 du Code du travail précise que toute situation, propos ou remarque à connotation sexuelle ou sexiste récurrente, mettant mal à l'aise, peut être constitutive d'un phénomène de harcèlement sexuel. Et donc, finalement, on a raccroché la notion de sexisme à la notion de harcèlement sexuel. Voilà, c'est une petite notion. Ça ne veut pas dire que le sexisme ne peut pas être traité à part, mais on peut effectivement surabonder dans une seule et même attaque dans le phénomène du harcèlement sexuel. On peut faire ce qu'on appelle des demandes d'accusation et de grief complémentaires. Ça veut dire qu'on peut demander des indemnisations si on rajoute d'un côté qu'on a eu un phénomène de harcèlement sexuel et de l'autre côté un phénomène de sexisme. Donc on a une addition des demandes de dédommagement économique et donc les griefs sont complémentaires. Ça, c'est un peu technique, mais voilà, c'est une petite évolution qui a été faite, un rapprochement de la notion de sexisme avec le harcèlement sexuel. Après, on a 3 autres thématiques, donc la création d'un passeport santé, la création d'une visite médicale de mi-carrière et enfin la création d'un rendez-vous de liaison. Alors, si vous voulez, alors je crois même pas, oui, je n'en ai pas mis en fait, alors je vais vous le présenter rapidement. Alors, si vous voulez, on va commencer d'abord par ce passeport prévention santé. Le passeport prévention santé, il a beaucoup fait parler et il a beaucoup évolué. Enfin, il est toujours en évolution d'ailleurs. Alors, bon, déjà, il faut dire que ce passeport, il est en déploiement. Il est en cours de déploiement. Hein, donc, il devrait, je dis bien, il devrait constituer à terme pour les travailleurs et pour les employeurs un outil de gestion de l'ensemble des connaissances en matière de santé et sécurité que les collaborateurs ont eu à connaître, d'un côté comme de l'autre. Le salarié a suivi des formations santé, on a une connaissance de tout ce qu'il a su et tout ce qu'il a appris. On a une sorte de panorama de ses connaissances en matière de santé et sécurité. Alors, le passeport de prévention, c'est un passeport numérique et individuel qui, à la base, selon les textes, doit permettre de recenser fondamentalement l'ensemble des formations relatives à la santé, à la sécurité, à l'hygiène, au travail, mais aussi toutes les attestations, les diplômes que le collaborateur aurait pu connaître par l'intermédiaire de ces formations. Encore une fois, à connotation de santé-sécurité. Ça peut être large, hein, ça peut être large. Il concerne tous les travailleurs, salariés, stagiaires et même les demandeurs d'emploi d'ailleurs, parce que le fait d'avoir multiplié les connaissances en matière de santé-sécurité, on considère que ça peut être aussi un plus dans le cadre d'un recrutement. Voilà l'idée que le territoire avait, enfin que le ministère du Travail avait en son temps. Alors, si je dois parler en matière technique, et je ne vais pas aller trop loin parce que c'est toujours en cours d'évolution, mais donc depuis alors avril 2022, on avait dit que le passeport prévention allait arriver, on avait dit que ça arriverait avant l'été, ça a été repoussé, et je crois que c'est depuis, alors honnêtement, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est septembre, octobre, maximalement novembre 2022. En tous les cas, il y a un portail d'information sur le passeport prévention santé. Donc c'est piloté par la CDC, par la Caisse des dépôts et de la consignation. Donc il y a effectivement un portail qui est mis à disposition des travailleurs, des employeurs et aussi bien sûr de ceux qui vont alimenter, parce que c'est pas n'importe qui va alimenter ce passeport, c'est les organismes de formation. Alors, en tous les cas, ce portail il permet aux titulaires d'accéder à leur passeport de formation, les orientant vers un espace personnel sécurisé via son compte personnel de formation, son CPF. C'était en 2022, je vous dis vers le dernier trimestre de l'année 2022, qu'on a mis en place le portail d'information sur le passeport de prévention. Et donc géré par CDC. Et en fait, l'idée, c'est que avec mon compte formation, avec mon compte formation, donc le libellé Mon compte formation, qui est piloté d'ailleurs par la CDC aussi, dans les faits, vous pouvez accéder d'un côté au CPF, mais de l'autre côté, vous pourrez disposer également de votre passeport de prévention. Alors, à ce jour, à l'heure actuelle,
seul l'espace dédié aux salariés est opérationnel. Donc, les espaces dédiés aux employeurs et aux organismes de formation, ça, c'est censé être déployé d'ici fin 2023, début 2024. Il semblerait, dans les dernières tergiversations qu'il y avait, vous comprenez bien que l'agenda entre guillemets politique a été un petit peu bousculé, mais bon, voilà, il semblerait que 2024, maximalement, ça devrait rentrer en application. Bon, j'ai un doute, parce qu'il y a une loi travail qui doit rentrer en application. Je me demande si elle ne va pas toucher cela aussi, mais voilà, il semblerait que 2024, ça devrait rentrer en application. Mais pour l'instant, le passeport, euh, voilà, là, à l'heure actuelle, il est intégré dans un dispositif plus large qu'on appelle le dispositif compétences, dans mon compte formation. Donc pour le moment, il n'est pas encore vraiment actif. Il va le devenir. Mais l'idée générale, comprenez bien, c'est que à un moment donné, l'ensemble des formations que suivra un salarié dans une entreprise à des fins de santé-sécurité fera l'objet d'une prise en charge par l'organisme de formation quant à valider sur son passeport, numériquement parlant, la présence qu'il a eue dans une formation spécifique. Et on aura le pédigré de ce salarié. Alors, l'employeur aura accès au pédigré. Pour l'instant, le salarié lui seul peut y avoir accès. Et encore, il doit faire la démarche de reconnaissance de l'ensemble de ses formations. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour le moment. C'est pas encore systémique. Il doit faire une démarche active. C'est pas encore d'aplomb. Ça devrait rentrer en application pour 2024 quand l'employeur y aura accès. Là, vous allez voir que il va y avoir une retranscription de toutes les formations santé-sécurité que l'employeur lui aura édicté de faire, qui rentrera dans ce passeport, un passeport qui suivra, comme son nom l'indique, le salarié dans n'importe quelle entreprise où il ira. Alors ça voudra dire par exemple qu'un salarié qui aura été formé ou sensibilisé au harcèlement moral dans une société, il ne pourra pas aller dans une autre en disant je ne maîtrise pas le harcèlement moral, je peux en faire dans l'entreprise, c'était à vous de me former. Ça ne sera pas possible. Il sera obligé de reconnaître qu'il n'était pas, entre guillemets, sincère, qu'il n'était pas de bonne foi, qu'il a voulu, entre guillemets, peut-être simplement faire mal un collaborateur, il ne pourra pas se cacher derrière l'idée de je ne savais pas ce que je faisais, je n'avais pas été formé à ce sujet. C'est une vieille technique qu'on a actuellement. Quand on veut essayer de passer entre les mailles, on joue cette carte. On dit, bon, bah voilà, c'est pas grave, je viens de changer de société, je suis pas censé maîtriser les notions du harcèlement, j'ai été sensibilisé dans mon ancienne boîte, là, j'arrive dans cette nouvelle boîte, ils en parlent pas, j'ai qu'à en faire un peu, de toute façon, pas vu, pas pris, et en même temps, je ne sais pas de quoi, je sais pas ce que c'est que le harcèlement. Là, grâce au passeport, ce qui va se passer, c'est qu'on saura qu'est-ce qu'il a suivi comme type de formation. Donc, il ne pourra pas dire dans une nouvelle société, ben, désolé, moi, vous me prenez à part pour me dire que je fais du harcèlement. Ben, désolé, je ne sais pas ce que je sais, j'ai jamais été formé à ce sujet. Faux. Là, il sera habilité, l'employeur, à superviser le type de formation qu'aura suivi le salarié. D'accord? Donc voilà, le passeport prévention. Donc encore une fois, pour le moment, c'est encore un petit peu opaque, c'est encore un petit peu obscur. Il faudra attendre 2024. Et en 2024, au courant de l'année 2024, vous savez comment que c'est en ce moment avec le gouvernement, hein, on n'a pas de date précise, tout est repoussé, on a des choses qui sont censées se faire à une période, c'est repoussé à je ne sais quand. Donc voilà, pour le moment, tout est mis en attente. D'ailleurs, sachez que pendant que j'y pense, comme on parle de CPF, la notion que l'employé était soumis à l'obligation de payer une partie de son CPF a été abandonnée par M. Macron en personne d'ailleurs, hein. Sachez-le, ça a été dit il y a moins de 3 semaines. Il a tranché, il a considéré qu'on ne pouvait pas se permettre, dans une période aussi difficile que maintenant, de demander aux salariés de se former en payant un droit à actionner leur CPF. Il ne manquerait plus que ça en même temps. Mais bon, voilà, en tous les cas, il a fait machine arrière pendant que j'y pense. Donc voilà ce que vous pouvez dire en matière de passeport prévention santé, mais une chose est sûre, c'est que quand ça rentrera en application, très honnêtement, il y aura 2 vertus. La première, c'est que vous pourrez, en tant qu'employeur, en tant que RH, en tant que responsable santé-sécurité, eh bien, prouver à votre inspection du travail, voire même en audience, s'il devait y avoir une procédure judiciaire, des démarches qui auraient été entreprises par l'employeur que vous êtes ou que vous représentez en matière de santé-sécurité. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que, fondamentalement, quand on parlera de tout ce qu'on a fait à son salarié pendant l'exécution de son contrat, quand on rapportera la preuve de l'exécution, des salaires, du bien-être au travail, on pourra rappeler tous les types de formations qu'il aura suivies en matière technique et aussi en matière de santé-sécurité. Donc, ça sera un moyen de gratifier le salarié dans toute sa largesse et de rappeler tout ce qu'on a fait pour lui. Voilà. Donc, comme ça, voilà, le passeport prévention, il a vraiment une vertu. Et aussi peut-être une autre chose, mais ça, c'est plus à titre d'information pour les organismes de formation, mais là, eux, ils vont rentrer dans une perspective de qualité un peu particulière, parce que quand on forme sur la thématique de la santé-sécurité un salarié et qu'on atteste dans un passeport qu'il est apte à pouvoir être prêt sur les questions de santé-sécurité, c'est quand même pas rien.
voyez, je veux dire, cette attestation faite dans le cadre d'un passeport numérique, ça va donner une sorte de lettre de noblesse à l'organisme de formation qui fera cela. Donc, on parlait tout à l'heure de formation dite agréée ou de formation dite réglementée, notamment par le ministère. Eh bien là, vous marquez d'un sceau le fait que la formation que vous délivrez est particulièrement rigoureuse. Donc, c'est vrai que c'est pas anecdotique, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire s'agissant la notion de passeport santé. Alors maintenant, allons sur la notion de la création d'une visite médicale de mi-carrière. Alors, la visite médicale de mi-carrière, c'est un sujet intéressant. Déjà, moi, je m'amuse souvent à rappeler cette note, mais normalement, la mi-carrière, elle est prévue à 45 ans. Mais si vous faites mathématiquement une mi-carrière à 45 ans, ça veut dire qu'une fin de carrière, elle se ferait à 67 ans. Donc, je ne sais pas si c'est un indice pour le futur, mais l'entretien de mi-carrière fait un peu peur. Alors, l'entretien mi-carrière, c'est l'entretien au travers duquel la normalité propose 45 ans. Il est évident que s'il y a une activité dite de pénibilité puissante, à ce moment-là, en revanche, alors ça dépend des sociétés, hein, elles sont exemptées de garder le 45 ans. Si la pénibilité est présente, on peut commencer à les faire à 43 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette visite médicale de mi-carrière? Et alors, c'est intéressant si on fait un lien d'ailleurs avec la loi retraite. C'est pour ça justement que je vous disais qu'il y avait un lien entre la loi santé et la loi retraite. La loi retraite, Madame Borne, hein, 14 avril 2023. Alors, comment dire, cet entretien de mi-carrière, cette visite médicale de mi-carrière, c'est l'idée selon laquelle le SPST, le service de prévention de santé au travail que je vous ai précité tout à l'heure, vous reçoit à 45 ans, voire si votre pénibilité au travail est importante, à 43 ans. L'idée étant d'examiner l'activité que vous avez et de mesurer la possibilité de futurement contracter une maladie ou des difficultés au travail par rapport à l'activité que vous faites et de sa pénibilité en elle-même. En d'autres termes, c'est en prévention d'un risque avéré que le service prévention santé au travail vous reçoit pour examiner de comment faire pour bien faire pour éviter que le collaborateur rentre dans une turpitude qui l'amènerait peut-être un jour à contracter une maladie. Alors, c'est vachement audacieux parce que déjà, il n'y a rien qui dit que 45 ans, on n'est pas malheureusement amené à connaître une maladie pro. Et puis en plus, il y a un autre sujet qui pose difficulté, c'est que lors de cet entretien, on va parler de pénibilité, on va parler de reconfiguration de métier, avant même qu'il y ait une restriction médicale. Attention, hein, je ne parle pas d'une déclaration d'inaptitude lors de cet entretien mi-carrière. Le but, c'est avant qu'une inaptitude se fasse, de dire à un salarié, stop, ta situation au travail est problématique. Donc il faut qu'on trouve des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Alors si vous vous rappelez bien d'une prise de parole de M. Macron, quand il était question des débats sur les retraites, il a fait une prise de parole un jour à 13 heures. Il avait été un petit peu vif et virulent. Mais il va utiliser cette formule en disant ça sert à rien une retraite à 62 ou à 64 si à 55 ans on est de toute façon claqué. Il avait dit ça. Et il faisait écho à cette remarque que le travail actuellement peut être difficile, pénible pour certains ou certaines, et qu'à la base, on ne devrait pas laisser un salarié rester dans une difficulté technique d'un collaborateur au risque qu'il ne soit plus capable de pouvoir vivre sereinement à 50-55 ans et que de toute façon, connaître la retraite, ce serait même pas possible parce que fondamentalement, il serait déjà déclaré inapte depuis bien longtemps. Alors lui, et je fais le lien, l'entretien de mi-carrière laisse supposer ce qu'on appelle le congé de reconversion professionnelle. C'est pour ça que je fais un lien entre la loi travail et la loi retraite. Donc la loi travail de août 2021 parle de l'entretien mi-carrière, mais vous vous rappelez sans doute dans les débats sur la retraite et sur le texte de loi concernant les retraites, on parle aujourd'hui d'un congé de reconversion professionnelle. C'est quoi ce congé de reconversion professionnelle? C'est lorsqu'on a détecté une difficulté au travail ou une pénibilité au travail qui nécessite un aménagement de poste, mais qui gagnerait peut-être même à avoir plus qu'un aménagement de poste, c'est d'apprendre un nouveau métier pour vriller vers une autre branche professionnelle et mieux finir, entre guillemets, sa carrière professionnelle. En d'autres termes, l'entretien de mi-carrière, c'est de deux choses l'une. Ou on peaufine le poste pour que le salarié travaille dans de bonnes conditions, ou on l'amène à se former sur un sujet ou sur une thématique qui est porteur d'emploi, beaucoup plus saine et porteur d'emploi, et qu'on le fasse partir petit à petit vers cette nouvelle activité. Donc, il y a un calcul assez intéressant de la part de l'État, mais qui est vachement théorique, c'est de se dire qu'un collaborateur qui est dans la souffrance au travail, passé à un moment donné, 45 ans, il doit être reçu, on trouve un aménagement avec lui, si on peut pas, on le fait partir sur une reconversion professionnelle.
Mais alors, à ce compte-là, ça veut dire qu'il y a des métiers dits pénibles qui ne connaîtront plus de personnes expertes à partir de 45, 47, 49 ans. Au final, ça veut dire ça. Si on examine si on examine sa théorie, c'est que on sait que le métier est dangereux passé un certain âge, on le reçoit à 45 ans pour le prémunir de cela, et si on ne peut pas, on le fait vriller vers une autre activité. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont censés avoir une expertise grâce à l'expérience, qu'on va demander de partir de leur poste de manière à aller vers un autre métier? Voilà le danger. C'est-à-dire faire disparaître l'expertise de l'expérience dans certaines branches d'activité. Alors, sans faire de syndicalisme, cette remarque avait été soulevée à l'époque par la CGT, en disant mais cette théorie elle est complètement folle parce que se permettre de dire à des salariés passés un âge, bon ben écoute, avant qu'il ne soit trop tard, passe à autre chose, ben ça veut dire que son expérience on oublie et il fait carrément autre chose. Encore faut-il qu'il le veuille et qu'il soit intéressé. Alors, moi personnellement je vois très mal quelqu'un qui a 45 ans travaille dans le bâtiment depuis 20 ans et aime ce qu'il fait et qu'on lui dise bon ben écoute c'est foutu pour toi, dans 3 ans tu ne pourras plus marcher, moi je te conseille plutôt d'aller sur une formation d'informatique pour aller travailler derrière un bureau. Je suis désolé, mais sans négativité, hein. J'ai quand même du mal à croire que cette personne, fondamentalement, se dise ouais, bah, vous avez raison, j'arrête tout ce que j'ai fait, j'ai appris pendant des années, j'ai appris, je fais bien, mais c'est pas grave, j'arrête tout, j'en ai formé à cela, à l'informatique. Alors, c'est stéréotypé, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que franchement, c'est tenable la proposition qui a été formulée? Alors, vous savez comment que ça se passe dans la politique. Pour faire passer un texte difficile, on donne des moyens pour la faire passer plus facilement, la démarche. Donc, j'espère que ça reste du satellitaire. J'espère que cette démarche, elle ne sera pas, incisive. Parce qu'à l'heure actuelle, comme c'est écrit, c'est quand même un entretien qui doit laisser la place à des aménagements. Et si l'aménagement n'est pas possible, pensez faire une reconversion professionnelle. Si c'est à la base du volontariat, ça ira. Si c'est à la base de faire reconnaître la responsabilité du salarié qui ne veut pas se calmer dans son travail alors qu'il est en danger, c'est ça le risque, hein, c'est à ça que je pense. Imaginons qu'on dise, tu es en danger à continuer ici, il dit, moi je m'en fous, j'engage ma responsabilité. Est-ce qu'il ne peut plus se retourner contre l'employeur? On peut se poser la question, est-ce qu'il pourrait se désengager de la responsabilité qui pèse toujours sur l'employeur? Sachant que le service de prévention santé au travail s'est permis en amont de lui dire que c'était pas normal. Alors c'est un peu technique, je suis désolé, je perds peut-être certaines personnes, mais en tous les cas, la question se pose. Et ça, c'est des débats qui n'ont pas encore été entérinés. Pour l'instant, c'est un congé de reconversion professionnelle va être proposé pour les activités les plus pénibles. Un aménagement sera également potentiellement acceptable. Mais si le collaborateur dit non à l'un et à l'autre, est-ce qu'il est auto-responsable? Malheureusement, de la situation dans laquelle il va être, on peut se poser la question. On peut sincèrement se poser la question. Je vous rappelle qu'il y a une volonté de diminuer les reconnaissances des maladies professionnelles et des dédommagements de la CPAM. Je vous rappelle qu'on est dans cette théorie-là. On veut faire des économies en France. Donc, je ne vais sans doute pas me dire dans ma tête que on vous donnera quand même le droit d'aller porter plainte contre votre employeur, alors même qu'on vous avait dit en temps et en heure que c'est difficile pour vous de continuer à faire ça, vous risquez de vous mettre en danger. On peut se poser ces questions. Alors c'est un peu technique, mais j'espère que vous appréciez l'expertise parce qu'à mon sens, elle nous amène à nous interroger fondamentalement sur le futur. Enfin, il existe une création d'un rendez-vous de liaison, mais alors ça, c'était quelque chose qui n'était pas totalement novateur parce que ça existait déjà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous de liaison? Alors c'est l'idée selon laquelle qu'un collaborateur qui devait partir ou qui devrait partir en arrêt maladie puisse être contacté pendant son arrêt maladie. Alors vous connaissez la théorie selon laquelle un salarié chez lui, quand il est malade, prendre de ses nouvelles, ça peut être considéré comme du harcèlement, notamment quand c'est le manager qui vient prendre de ses nouvelles. Eh bien l'idée là, c'est que pour lutter contre la désinsertion, de la désertification professionnelle, pour lutter contre ce principe de l'isolement du salarié et du manque d'intérêt qu'on pourrait avoir sur le salarié, il a été proposé dans ce texte de la loi santé du 2 août 2021 de mettre en place en interne un protocole pour que chaque collaborateur qui passait un mois d'absence pourrait être effectivement interrogé par un manager, par un RH, par quiconque de l'entreprise d'ailleurs, mais selon un processus, c'est-à-dire qu'en fait, l'entretien de liaison, c'est un protocole qui doit être créé entre l'employeur, les représentants du personnel, institué derrière par chaque service par le manager et permettre rapidement de pouvoir, en cas de situation justement d'absence d'un salarié pendant plus d'un mois, de prendre son attache sans être considéré d'un côté comme harceleur, mais en même temps d'être suffisamment protégé pour considérer que vous le fassiez dans de bonnes considérations. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de la loi santé. Alors, j'ai tenu mon challenge, hein, parce que il est pas encore midi, il est 11h40. Et je vais me permettre... alors, Céline, je sais pas, est-ce que je me le permets, moi, de présenter les formations qui vont de pair avec toutes les thématiques que j'ai traitées, parce que c'est des thématiques que j'ai présentées. Bien sûr, d'autant plus que Thomas a reçu des demandes en parallèle.
Ok, et que plusieurs personnes souhaiteraient recevoir l'intégralité de notre offre dans ce domaine. ok. Donc, on va vous les envoyer de toute façon avec les remerciements, bien évidemment. Juste une information importante, c'est que notre nouvelle offre 2024 sortira le 16. Donc, vous avez actuellement sur notre site les formations actuelles. La nouvelle offre, vous pourrez la consulter à partir du 16 octobre. Mais on pourra demander à Thomas de vous renvoyer un rappel juste pour vous tenir informé. Mais je te laisse poursuivre parce que tu es passionnant comme toujours, Aziz. Alors, juste Écoute, une petite observation mais c'est plutôt un commentaire que fait Fatima en disant, la médecine du travail a déjà du mal à organiser des visites médicales dites classiques. Alors, la visite médicale à mi-carrière ou de fin de carrière, voilà. c'est vrai. Bon, après, c'est tout récent, hein. C'était le 1er avril 2022. On a eu plusieurs mouvements sociaux en France depuis lors. Mais l'idée, c'est que franchement, et ça avait été présenté par Madame Borne, c'est quand même pas rien, Madame Borne, hein. Quand même, hein, elle a piloté la réforme des retraites. Mais fondamentalement, elle avait bien dit que le SPST allait s'engager dans une démarche constructive et que même si on avait des difficultés par le passé à être en contact avec eux, désormais, ça allait être plus facile. Alors, il y a notamment cette notion des infirmiers au travail qui, effectivement, vont permettre de désengorger les médecins. Permettez-moi d'en douter, mais en tous les cas, c'est prévu comme tel. Alors, en tous les cas, pour reprendre tout ce que je vous ai expliqué pendant ces presque 2 heures, eh bien, il y a plusieurs formations qui corollairent un petit peu les moments que j'ai utilisés et des moments forts que je vous ai présentés. Alors d'abord, vous avez cette formation que je vous propose en premier, responsable protection et prévention sécurité pour les risques professionnels de l'entreprise, une formation fortement recommandée pour celui qui va piloter le DURP, responsable santé sécurité ou autre, une formation sur 3 jours. Pardonnez-moi, c'est pas tout à fait ça. Le responsable protection, c'est la formation qu'on propose souvent pour le responsable santé sécurité. C'est-à-dire que lui, effectivement, il doit apprendre quelques réflexes particuliers. Encore une fois, s'il est référent, il a besoin de tout apprendre. Quand il est responsable, il a déjà une bonne connaissance, mais fortement recommandé. Cette formation, qui d'ailleurs, vous le voyez, est notée 4,6 sur 5, parce qu'elle se présente bien, parce qu'elle rentre dans la thématique de l'entreprise dans laquelle on est, et on apprend à travailler en concomitance avec certains acteurs, comme le CSE. Donc, c'est vrai que c'est une formation, je ne peux que l'encourager, elle est fortement recommandée. Alors moi, j'ai plus d'admiration, si vous me passez l'expression, pour la formation du document unique d'évaluation des risques et du plan de prévention, de 2 jours, juste en dessous, qui, elle, effectivement, est une formation très importante, à mon sens, pour que vous appreniez notamment comment faire, évidemment, un DURP, mais encore plus, que vous appreniez à faire ce qu'on appelle un audit RPS. Alors, je ne vous ai pas tout dit pendant ces quelques moments d'échange qu'on a eu ensemble dans le webinaire, enfin d'échange, de propos unilatéral plutôt. Donc, parce que vous n'avez pas pu communiquer avec moi directement. Mais fondamentalement, c'est vrai que dans ce DURP, si on veut être totalement précis dans la matière, la loi santé, elle demande à ce que chaque entreprise, dans chaque unité de travail, mesure le RPS. Ça veut dire que donc, on doit être capable de mesurer le RPS par unité de travail, c'est-à-dire par poste de travail ou par service. Mais pour ça, il y a une méthode. Et cette méthode, elle s'apprend. Donc, document unique d'évaluation des risques et plan de prévention. Je vous invite fortement, si vous êtes intéressé par notamment les audits RPS, à venir en formation pour découvrir comment que ça se pratique, comment que ça se réalise, en collaboration avec les propos de l'INRS d'ailleurs. C'est très passionnant. Après, vous avez les formations obligatoires en santé sécurité pour les représentants du personnel. Donc, vous avez la formation que je vous ai présentée tout à l'heure en 5 jours. Premier mandat des membres élus de la commission C2SCT et du CSE. Donc, ça, c'est pour les membres de la SST. Vous avez la formation obligatoire en 3 jours pour les renouveler. Nous continuons sur une autre page. Vous avez la formation obligatoire du premier mandat des membres du CSE de 5 jours. D'accord? Donc, vous avez la formation de 5 jours, de 3 jours et les membres de la C2SCT1. Je la reprends. Je vous remettrai ça pour bien que ça soit clair. Donc, vous avez la première formation obligatoire en santé et sécurité pour les membres de la C2SCT. Premier mandat des membres élus de la commission et renouvellement. C'est à chaque fois la même chose. C'est 5 jours à chaque fois que vous soyez en premier mandat ou renouvelé, ça ne change rien. C'est pour ça qu'elle porte le nom premier mandat des membres. On aurait pu écrire premier mandat des membres et renouvellement. Mais ça ne change rien, c'est toujours 5 jours, c'est toujours la même. Mais avec, encore une fois, quand je dis toujours la même, c'est qu'au bout de 4 ans, il y a des nouveautés jurisprudentielles, il y a des textes nouveaux qui sont rentrés en application. Je sais pas, je vous donne un exemple. Moi, maintenant, ce que j'aborde aussi en santé sécurité par rapport à avant, c'est que je traite le RGPD. En matière de protection des données, il y a de grandes choses à savoir et quand on est au CSE, on doit le savoir. Donc, j'aborde, par exemple, toute la notion de la protection des données en matière de RGPD. Donc, même quand on a fait la formation il y a 4 ans, c'est important de revenir maintenant et d'apprendre des nouveautés qui vont avec. Donc, après, vous avez la formation du renouvellement des membres en 3 jours et juste derrière, la formation initiale des 5 jours.
En outre, autre formation fortement recommandée, donc la formation du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste en un jour, dont on parlait tout à l'heure, qui est différent de la formation santé-sécurité classique. Et enfin, lutter efficacement contre le harcèlement moral et sexuel. Alors cette formation, elle est intéressante. En plus, j'ai fait le programme, donc je le connais bien, ce programme, et je connais bien cette formation. Donc c'est pour montrer dans une entreprise, c'est pour sensibiliser en fait. C'est une formation qui va bien à tous les collaborateurs d'une boîte. C'est pour apprendre qu'est-ce qu'on fait pour dire déjà ce que c'est qu'un RPS, qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement moral, qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement sexuel, et qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y en ait dans son entreprise. Et ça, c'est pour que tout collaborateur puisse effectivement comprendre ces enjeux. C'est-à-dire, c'est une formation de sensibilisation. Donc, c'est plutôt pas mal et elle se présente plutôt bien. C'est une formation qui est riche, qui fait place à beaucoup de débats, beaucoup de pragmatisme. Donc, je ne peux que l'encourager fortement. Voilà. Merci, merci beaucoup Aziz pour ton intervention. Je regarde. Alors, une question de Fatima qui dit, oui, il est possible de faire un tour en un, ça peut être une solution. C'était par rapport à quoi, Fatima? Le tout en un, ouais. Je pense que c'est pour dire, qu'en fait, on fait d'un côté la visite médicale, mais en même temps l'entretien de mi-carrière. Oui, alors c'est vrai que si la visite médicale est pratiquement au moment des 43, 44, 45 ans du collaborateur, on fait les deux. On fait tout en un, ça c'est vrai. En pratique, en tous les cas, les médecins du travail disent ça. Maintenant, en logique, c'est pas la même chose. En principe, ça ne devrait pas être la même chose, mais bon. D'accord. En tout cas, merci Aziz pour ton animation. Tu nous as donné beaucoup de pistes très, très intéressantes. Avec plaisir. Et puis, tu as pris le temps effectivement de présenter nos formations qui sont en lien avec ces sujets et qui vont vous permettre de vous approprier ces nouveaux concepts et de développer ainsi de nouvelles compétences. Vous l'avez vu, nos formations s'adressent à tous les publics et tous les niveaux. Et vous retrouverez justement ces publics dans les fiches descriptives ainsi que les objectifs pédagogiques dans les fiches descriptives de nos formations sur notre site web. Tu es passé rapidement dessus, mais grâce à un code promotionnel qu'on vous a montré à l'écran, mais qu'on vous renverra également avec les remerciements, vous allez tous pouvoir bénéficier d'une remise de 20% sur l'ensemble de ces formations. Donc, voilà, vous utilisez le code et votre conseiller M2I Formation vous attribuera d'office ces 20% de remise. Donc, c'est une remise qui est importante. Voilà, faites-en également la promotion puisque nous pouvons inscrire plusieurs collaborateurs dans une même entreprise. On n'est pas du tout limité. Avant de terminer, est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions à poser à Aziz ? Bon, alors beaucoup de remerciements, Aziz. Présentation très, très claire, très instructive. Merci à toutes et à tous. Bien. Merci Céline, merci Thomas. Merci à tout le monde. Une bonne journée. Notre webinaire se termine, effectivement. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos très nombreuses questions. On a essayé de répondre pas à toutes, mais en tout cas à beaucoup de vos questions, parce que sinon on aurait complètement débordé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis Thomas se charge de la suite, puisque vous recevrez bien évidemment l'enregistrement, mais également la présentation et ainsi que toutes les formations associées qu'on vous a présentées ce matin. Merci Thomas encore une fois pour ta présence indispensable. Merci Thomas. Merci Aziz, à bientôt. Merci. Très bonne journée à tous. Au plaisir, à bientôt tout le monde. Au revoir, au revoir.